Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est un très très grand plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis Juliette Moreau, je suis la cofondatrice et la CEO de My Yes Life. Et du coup, peut-être avant de commencer cette conférence pour laquelle j'ai de prestigieuses, et parce qu'aujourd'hui ce seront uniquement et principalement des femmes qui vont prendre la parole sur un sujet qui est un sujet de femmes mais qui concerne tout le monde. Peut-être vous présenter rapidement My Yes Life. Donc nous, My Yes Life, on est une plateforme qui est assez pionnière, puisqu'on est parmi les premières plateformes qui existent, qui se sont créées aujourd'hui en France et qui est dédiée à l'accompagnement de la santé intime des femmes. On accompagne les femmes à la fois d'un point de vue digital, à travers une application qui est supportée par de l'intelligence artificielle et qui aujourd'hui est la seule application en santé des femmes qui est présente sur mon espace santé. Mais on a également, et c'est en fait ce qui est au cœur de notre mission, un sujet de prévention et de prévention qui nous porte aussi vers tout ce qui est prévention au sein, là où sont les femmes, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, auprès des collaborateurs. Et on travaille beaucoup avec des salariés, mais aussi avec des employeurs, sur le sujet de comment faire rentrer le corps des femmes en entreprise, qui est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel on est très souvent interpellé, sur lequel on a à la fois des opinions très marquées. C'est un super sujet, il faut absolument en parler en entreprise. Comme on peut avoir d'autres opinions beaucoup plus fermes, mais comment parler d'intime en entreprise? Et puis est-ce que c'est pas une manière aussi d'ostraciser les femmes sur un positionnement qui aujourd'hui peut être encore un petit peu, dans certains pays, et peut-être aussi un peu dans le nôtre, challengé. Donc, toutes ces questions-là, à force de les entendre, on s'est dit au sein de l'équipe My Yes Life qu'il fallait qu'on puisse en parler avec d'autres acteurs que nous, et des acteurs qui soit œuvrent en ce sens ou qui, du coup, se sont posés ces questions-là. Et puis aussi avec des employeurs qui ont fait le pari de se dire, non, en fait, nous, on a envie d'accompagner les femmes sur les questions de santé intime et de voir justement comment ces questions-là, elles interfacent avec le quotidien. Donc, pour ça, on a choisi d'organiser cette matinée en 3 temps. Un premier temps avec une table ronde qui réunira plutôt des femmes qui portent la parole des patientes, des hommes, des femmes, parce qu'on va le voir, il y a aussi une question de couple parfois, de femmes sur des questions qui touchent à la santé des femmes et qui portent ces questions-là d'un point de vue fort dans l'espace public et qui défendent un certain nombre de sujets. Elles vont partager des chiffres. C'est pour ça que je suis une femme de chiffres, mais ce matin, je vais me contenter de simplement les faire parler et les faire vous dire un petit peu ces chiffres qu'elle porte sur ces sujets-là. Donc une première table ronde avec vraiment l'idée de mieux comprendre si la santé intime, c'est un défi pour l'égalité au travail. Et puis une deuxième table ronde qui nous permettra là plutôt d'avoir l'opinion d'employeurs. Et pour ça, on a la chance d'avoir avec nous un syndicat d'employeurs qui va vous présenter quelles actions, eux, ils ont portées. Et ils le feront en binôme avec un acteur de la protection, une actrice plutôt, de la protection sociale, qui, elle, justement, au quotidien, accompagne des employeurs sur ces questions-là pour voir justement comment ils ont porté ça. Et puis, la dernière partie, on s'est dit qu'on ne pouvait pas vous laisser partir sans vous donner l'opportunité peut-être de tester et peut-être d'évaluer la maturité de votre propre structure en termes de santé des femmes au travail. Et donc, ce sera l'occasion pour nous de vous présenter en exclusivité un outil qu'on met à disposition gratuitement et qui va vous permettre justement de voir comment vous abordez ces questions-là. Et vous verrez la forme des questions de l'outil aide aussi à se poser la question d'une manière objective. Parce que c'est vraiment, et je pense que ce sera un peu le grand mot pendant ces échanges-là, il s'agit d'objectivité et de sortir d'une expérience individuelle, qui est l'expérience qu'on peut toutes porter en tant que femme, à une expérience beaucoup plus générale qui s'inscrit dans un cadre politique, mais aussi économique. Voilà, je propose de commencer tout de suite avec notre première table ronde, santé intime féminine, un défi pour l'égalité au travail. Et on va pouvoir en discuter avec nos intervenantes que je vous présente juste après le générique.
Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Merci. Bonjour. Donc l'objectif là, c'est de pouvoir commencer par donner un petit peu la voix aux femmes concernées ou à celles qui le prennent aussi pour le compte des femmes concernées, donc qui est plutôt votre cas, parce que toutes, dans votre rôle respectif, hein, vous avez choisi de donner plus de visibilité à l'impact de la santé intime des femmes sur leur parcours professionnel. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'en parler, c'est de se parler aussi des questions qui peuvent alors, c'est pas tant fâché, mais qui peuvent porter à réflexion sur ces questions d'ostracisation. Est-ce que oui ou non, parler de santé intime au travail, c'est le lieu? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique aussi pour les employeurs? Donc, un petit peu d'échanger sur ces sujets-là. Mais avant ça, je vous propose... pour nos participants, de vous présenter rapidement. Je vais me permettre de le faire moi, et puis ensuite je vous donnerai la parole. Donc déjà, merci beaucoup Prisca Thévenot d'être avec nous aujourd'hui. Prisca, vous êtes députée de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Vous avez été ministre déléguée auprès du Premier ministre et à ce titre en charge de la démocratie, De la jeunesse et porte-parole du gouvernement. Vous avez été secrétaire d'État chargée de la jeunesse. Par ailleurs, vous portez une politique familiale et aussi une politique avec un engagement fort en faveur de la santé des femmes. Merci d'être avec nous ce matin. Yasmine Kando. Alors, vous êtes... Alors je vais avoir du mal à te vous voyez, mais je vais essayer. Vous êtes présidente d'honneur d'Endo France. Vous avez été à l'origine d'Endo France, dont vous avez assuré la présidence pendant longtemps. Jusqu'à l'année dernière, il me semble. Hein. Jusqu'à cette année. Jusqu'à cette année, donc voilà, c'est très récent, justement. Vous êtes maintenant plus en charge des relations publiques. Vous êtes une patiente partenaire, on reviendra un petit peu sur ce terme, et vous êtes aussi l'auteur de 3 livres sur l'endométriose, dont un livre blanc sur endométriose et emploi, un livre sur les idées reçues sur l'endométriose, et un livre qui s'adresse plutôt aux plus jeunes, qui est l'endométriose de Clara. C'est ça. Et Angèle, pareil, je vais essayer de... Vous voyez Angèle. Bonjour Angèle Mbarka. Bonjour. Angèle, vous êtes présidente et fondatrice de Fibrominfo France. Vous êtes consultante en droit. Vous avez fondé l'association Fibrominfo France en janvier 2011 pour pallier, et on le verra, un déficit d'information sur une pathologie qui, somme toute, peut-être contrairement à l'endométriose, est connue et sur laquelle on est formé depuis longtemps. Vous avez fait de votre expérience professionnelle une force et vous avez beaucoup travaillé récemment sur l'impact à la fois social et professionnel de la maladie, et vous pourrez nous en parler au service des femmes. Alors, pour commencer, j'avais envie de vous poser un petit peu une question d'ouverture, et je veux bien que vous commenciez, Prisca, sur ce sujet-là. J'en ai un petit peu parlé en introduction. Parler de santé intime féminine au travail, est-ce que ça renforce, selon vous, les stéréotypes de fragilité? Est-ce que ça peut pénaliser les femmes dans leur progression professionnelle? C'est quelque chose qu'on me reporte parfois. Ou au contraire, c'est aussi des choses qu'on me reporte, est-ce une condition nécessaire pour une égalité réelle et assumée? Oui, alors déjà, permettez-moi, je vais être un peu dans le challenge, mais déjà, je ne parlerai pas de santé intime. Ok. Je parlerai de santé tout court. Parce que pour les hommes, on parle de santé intime. C'est vrai. Et de parler de santé intime, les mots ont une importance aussi. Parce que parler de santé intime, ça réfère à la pudeur, à la chose qu'on ne doit pas dévoiler, et donc au silence et au tabou. Et le premier problème qu'on a sur le sujet de la santé des femmes et des jeunes filles, c'est le silence et le tabou. Le premier danger, il est là. Il est là dans sa famille, dans son cercle familial, amical, proche, peut-être même de couple plus tard. Et donc forcément, ce qui se passe en dehors se retrouve aussi au travail, puisque les employeurs n'ont pas pour habitude de parler de ça à la maison. Donc pourquoi ils en parleraient avec des collègues? Et donc ce tabou et ce silence existent entre employeurs et employés, mais aussi entre les employés eux-mêmes. C'est clair. Et donc, moi, mon premier enjeu, c'est de faire en sorte qu'on en parle de façon extrêmement claire et de façon absolument pas genrée sur la définition de la santé. Ensuite, sur le reste, j'ai envie de vous dire, on part de très loin. On part de très loin. En France, on est un pays avancé sur plein de choses, mais sur le sujet de la santé des femmes, pardonnez-moi, mais la santé a été faite, testée, mise en œuvre par sur des hommes. Et donc, ça a ce biais par défaut. Même sur la recherche, on pourrait y revenir, mais même sur la recherche, on va vous dire, j'en parlais récemment avec des spécialistes sur les enjeux de ménopause, etc., qui ont grand affaire au niveau du travail. Ils disaient oui, mais on ne teste pas la plupart des sujets sur, enfin pas la ménopause, mais des médicaments sur les femmes, parce qu'elles ont justement un cycle et que c'est compliqué d'avoir
ouais, non, mais les médicaments, ils vont quand même aller sur le corps des femmes, en fait. Et donc, on a un peu cette facilité de soit sombrer dans le silence et s'y plaire, soit dire, ouais, ça va, on va le faire sur les hommes et ça va aller. Donc, je pense que le premier sujet pour aborder tous ces enjeux de santé des femmes, c'est déjà de lever ces tabous, briser ces silences et qu'on commence à le faire nous-mêmes, à ne pas nous enfermer dans des stéréotypes de langage qui, finalement, ne font que perdurer les choses. Très clair. Et alors du coup, je me tourne vers vous. Excusez-moi, Angèle, je vais dire toi à un moment, il n'y a pas de problème. Mais vers vous, Angèle, est-ce que justement, une fois qu'on a fait rentrer ce sujet-là, qu'on l'a détabouisé, est-ce que pareil, selon vous, on a un risque de fragiliser la personne malgré tout en parlant? Parce que malgré tout, on va quand même regarder à un moment qu'il y a peut-être des fragilités, de la fatigue, on reviendra sur les douleurs. Ou est-ce que, à votre avis, c'est plutôt un moyen justement de prendre en compte une meilleure égalité en mettant en place potentiellement des moyens pour accompagner la salariée concernée? Alors, je ne vais pas être originale. Je pense effectivement qu'il y a un problème d'autocensure émanant des femmes. À partir du moment où il y a une autocensure qui interdit les femmes à verbaliser, à libérer la parole sur une maladie qui les touche intimement, effectivement, le premier enjeu, le premier défi serait de libérer la parole. Et c'est à partir du moment où cette parole sera libérée qu'il y aurait un vrai enjeu et un vrai défi d'inclusion. Donc, ça se joue à deux niveaux. Le premier niveau, ce sont les femmes. Si on prend l'exemple du fibrome, eh bien, le fibrome, c'est quand même la maladie féminine la plus fréquente. Et paradoxalement, c'est la maladie la plus invisibilisée. On peut se poser la question de savoir comment ça se fait que la maladie féminine la plus fréquente, et qui plus est la première cause d'ablation de l'utérus en France et dans le monde, soit encore invisibilisée en 2025. Alors l'entreprise a également besoin de se saisir de ce sujet-là, au même titre, je dirais, que les risques psychosociaux, que les risques de burn-out, que les risques de, musculo-squelettiques. Il s'agit de santé. Quand on parle de tous ces risques, eh bien, pourquoi le monde du travail ne se saisirait pas également de la santé des femmes? Parce que c'est un levier. Très clair. C'est un enjeu de la qualité de vie au travail. C'est un enjeu de productivité. Donc, à tous les niveaux, le monde du travail a intérêt à se saisir des enjeux de la santé des femmes. Ok, très clair. Donc, d'un côté, on détabouiser, en parler. Donc, pour vous deux, je pense que la position, elle est assez claire. Et de votre côté, bon, je vais passer au-dessus. Allez, hop. Allez, Yasmine, de ton côté. Merci, Juliette. Mais moi, j'ai envie de dire qu'en 2025, il est temps que l'entreprise, justement, s'adapte pour considérer les femmes dans leurs jolies différences. La santé, qu'elle soit intime ou plus globale de la santé des femmes, ça englobe de nombreux défis, notamment physiologiques. On va parler effectivement de troubles qui peuvent arriver pendant les règles, on va parler de grossesse, de postpartum, de ménopause, et tout ça, ce sont des enjeux physiologiques dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle. Donc, l'entreprise doit pouvoir intégrer ça aussi. Alors, il y a de belles initiatives. Moi, j'ai envie de dire que les choses sont quand même en train d'évoluer. Et je constate de belles initiatives dans certaines entreprises. Mais souvent, on a l'impression que les ressources humaines, la direction, va cocher des cases dans le cadre de la RSE. Et donner des rendez-vous, mais ça va s'arrêter au rendez-vous. Donc aller au-delà de la parole et aller plus loin dans l'action, c'est ça? C'est-à-dire que, par exemple, il existe une semaine européenne du handicap ou du handicap invisible. Et à cette occasion-là, on nous sollicite beaucoup pour intervenir dans les entreprises pour parler d'endométriose. Mais ça s'arrête à l'intervention. On fait une sensibilisation, on dépose une belle affiche, et puis après, c'est terminé. Il n'y a rien de concret qui se met en place. Il y a une prise de conscience des entreprises, mais elle est encore trop théorique. Je m'explique. Je suis intervenue dans un grand groupe dernièrement pour parler d'endométriose.
C'était une journée entière organisée par les ressources humaines. Il y avait plusieurs thèmes abordés sur la santé des femmes. À aucun moment, la direction de ce groupe n'est venue saluer les intervenants, n'est venue ouvrir la journée. Il y a vraiment, on en est resté à la théorie. Oui, oui, faites-le. Et ça s'arrête là. Donc on ne peut pas dire que concrètement des choses soient mises en place. Pourtant, les sensibilisations, elles sont nécessaires parce que ça permet aux collègues, aux managers de comprendre la réalité de ce que vit une femme tout au long de sa vie et aussi de changer de regard sur l'invisible. Tu parlais d'invisible, voilà, changer le regard sur les invisibles. Mais il y a des démarches qui doivent être menées pour adapter l'entreprise à ses besoins physiologiques. J'ai lu dernièrement un post de Léa Polycarpe et elle disait « La santé intime des femmes ne répond pas à un calendrier RH ». Ça, c'est vraiment juste. Et comprendre les besoins physiologiques des femmes, à mon sens, ça engage l'entreprise à mettre en œuvre des politiques RH adaptées, parce qu'on n'a pas besoin des mêmes choses au même moment si on suit notre physiologie. Et pour moi, c'est un réel levier de performance. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres justement autour de l'endométriose et puis ensuite on prend tout de suite, vas-y. Ok. Alors, sur l'endométriose, on a mené une enquête en 2020, une enquête qui s'appelle Endovie avec Ipsos et Gédéon Richter et qui interrogeait 1557 femmes. Et elles étaient 65% à dire que l'endométriose impactait négativement leur quotidien professionnel. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire des capacités réduites pour travailler, des capacités physiques bien évidemment, mais aussi intellectuelles, pour 62% des cas. Elles avaient du mal à se lever le matin, parce qu'elles avaient passé une nuit de douleur, parce qu'elles étaient malmenées dans leur corps. 62% encore qui avaient du mal à se rendre au travail. Et pourtant, malgré la douleur, une douleur, encore une fois, l'endométriose, on peut comparer ça à un accouchement sans péridurale ou pour les hommes à une crise de calcul rénaux. Donc c'est pas la petite douleur. Et malgré cette douleur, elles étaient quand même presque 40% à se rendre au travail parce qu'elles se sentaient obligées de peur de répercussions. 58% disaient notre niveau de stress est plus élevé à cause de la pathologie. Elles étaient quand même 56% à se sentir totalement démotivées au travail et à avoir une capacité de mener une journée complète diminuée pour plus d'une femme sur deux. Ça voulait dire qu'elles prenaient des pauses régulières de 10 à 30 minutes, plusieurs fois par jour. Donc elles avaient finalement un temps de travail effectif totalement réduit. Voilà les chiffres que donne l'enquête. Je pense que vous avez fait une étude similaire sur Fibrome Info France. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Eh bien, les chiffres sont quasiment les mêmes. 64% de femmes atteintes de fibrome sont en dépression. Oui, donc en plus un impact sur la santé mentale. Voilà, sur la santé mentale, par rapport au saignement, par rapport aux douleurs, par rapport à la fatigue chronique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme qui souffre de fibrome, elle peut saigner en continu pendant des jours et des jours et des jours, avec un rythme totalement démentiel. Donc par rapport à ça, effectivement, il y a une importante charge mentale qui entraîne un stress permanent. L'échange, c'est de jour comme de nuit. Donc, ça va impacter le sommeil, ça va impacter la qualité de vie, ça va impacter la vie au quotidien et bien évidemment la vie affective et sexuelle, la vie de couple. Donc, il y a énormément d'aspects de la santé, de la santé globale, c'est-à-dire qu'on part de la santé de la femme, mais à côté de la santé de la femme, il y a tous les retentissements qui sortent du cadre de la santé féminine. Ça peut être des retentissements psychologiques, mais ça peut être aussi des retentissements sur d'autres organes. On parle souvent de fibrome en termes de saignement uniquement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fibrome peut entraîner des problèmes d'insuffisance rénale, des problèmes cardiovasculaires, comme à la ménopause. Comorbidité. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment la globalité de la santé qui est impactée qu'on souffre d'une maladie féminine. Et le problème, c'est que bien souvent, on a tendance à cantonner les maladies féminines à un symptôme unique, alors que bien souvent, une même femme peut avoir une multitude de symptômes. C'est fromage et dessert. Elle vient. Oui, voilà. Je dis c'est fromage et dessert. Oui, malheureusement. On parle de pathologie. Vous êtes beaucoup intervenu, Prisca Thévenot, sur la question de l'AMP, l'aide médicale à la procréation, donc un autre sujet, alors qui est à l'origine qui
pas toujours une pathologie, hein, d'ailleurs une Non. infertilité quelle qu'elle soit. Donc l'aide médicale à la procréation, c'est pour celles et ceux qui suivent peut-être, c'est le nom de la PMA. C'est la PMA, en fait. La PMA, mais c'est vrai que l'acronyme a été inversé pour replacer la patiente au cœur de l'échange. Les patients, au cœur de l'échange. Sur ces questions d'AMP, là aussi, il y a un impact au travail et vous y avez un petit peu travaillé. Peut-être travailler, alors doublement, Oui. voilà. En tout cas, vous y êtes engagé. Peut-être nous en parler un tout petit peu. Oui, effectivement. C'est pas qu'il y a un impact au travail, c'était complètement invisibilisé au travail. Et donc, si c'est invisibilisé, ce n'est pas protégé. Je parle de PMA, d'AMP, mais je peux parler aussi d'adoption, dans une autre Tout à façon, fait. mais les parcours sont liés. En gros, c'est aujourd'hui, quand vous êtes salarié, quand vous êtes au travail, ou entrepreneur d'ailleurs, ou de la fonction publique, vous êtes dans une démarche de grossesse, vous êtes enceinte, eh bien, vous avez le droit du travail qui va vous protéger pendant votre grossesse et après. Et pour l'AMP, la PMA et l'adoption, eh bien, en fait, tous les droits étaient calés au processus même de grossesse. Or, on sait très bien que malheureusement, un process AMP ne peut, par moment, jamais déboucher sur une grossesse. Tout à fait. Et pourtant, nous avons des femmes et des hommes, parce qu'il ne faut pas les oublier sur le sujet, qui vont être sur des process très longs, très douloureux, physiquement, moralement, humainement, et qui ne vont pas pouvoir en parler au travail, voire avoir peur d'en parler au travail, parce que pas protégés. Exemple, aller faire des examens médicaux, aller, pour les hommes et les femmes, parce qu'il y a aussi le sujet, aller faire des examens médicaux, expliquer que là, en fait, oui, hop, je suis en réunion, mais il faut vite que je parte, parce que c'est maintenant, ou je suis fatiguée, je suis pas bien, ou il va falloir que je parte plus tôt, etc., etc. Et donc, la plupart des personnes concernées n'en parlaient pas, et voire, quand elles finissaient par le dire, être un peu mises à l'écart. Voire démissionner, hein, parce que C'est là que ça arrive. c'est là que ça arrive. Ou alors, on a des progressions dans la société qui ne sont pas au même rythme que les autres. ouais. Bon, c'est la double peine, c'est le dessert et le fromage. C'est exactement ça. Donc là, on l'a mis dans la loi de façon extrêmement simple. On a créé une rubrique spécifique à l'adoption et à la PMA pour avoir des droits protégeant ces parcours particuliers, D'accord. de bout en bout. Et donc, malgré ce qui peut se passer à l'Assemblée nationale et ce qu'on en dit, c'est une loi qui a été votée à l'unanimité en commission et à l'unanimité sans dépôt d'amendement en séance. Donc, ça existe. S'il y a bien un sujet sur Qui a lequel... été voté, je crois, au mois de mai. Hein, au mois c'est de ça, mai, tout et là à qui fait. arrive au Sénat. Et qui arrive au Sénat, ce qui est assez tout à fait. rare. Hein. Non seulement voté, alors c'est complètement rare, voté à l'unanimité sans dépôt d'amendement en séance, ça n'existe pas dans la législature actuelle, ça n'existe pas. Et repris automatiquement au Sénat, j'ai envie de vous dire, c'est inhabituel aussi. Ce qui montre quelque chose qui est plutôt encourageant. C'est que sur le sujet de la santé des femmes et des jeunes filles, parce qu'il faut aussi en parler des jeunes filles, depuis 2022, en tout cas de ce que je vois, c'est bien un sujet qui est sanctuarisé dans le débat politique. On arrive à trouver des compromis. Et on arrive à trouver des compromis, peut-être dans un sens plutôt pas mal, en dehors du débat médiatique. Donc souvent on me dit, moi je rencontre des personnes qui me disent, on n'en parle pas dans les médias, tu te rends compte ce que tu viens de faire, c'est incroyable, etc. Il faut en parler. Je dis, vous savez, tant que vous êtes au courant, vous, c'est bien. Peut-être que si on n'en parle pas dans les médias, c'est peut-être ça qui fait qu'on évite les polémiques. Et donc là, on est en train d'avancer. Là, on va être aussi très attentif sur un texte majeur qui arrive, c'est le budget. Parce qu'on peut parler de tout en large, en travers. Si on n'a pas de budget, franchement, on s'amuse, hein, tranquillement. Donc là aussi, sur le budget, il y a un certain nombre de dépôts d'amendements qui vont avoir lieu. 49.3 ou pas 49.3, peu importe. On l'avait déjà fait en 2022. En 2023, ça avait été suivi. Et là, on arrive encore sur la santé des femmes au global et des jeunes filles, avec des focus très particuliers sur le moment de l'adolescence et le moment de la ménopause. Parce que c'est souvent là où on a des fragilités qui sont exacerbées par rapport au reste du temps. Très intéressant. Du coup, justement, alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc à la fois fait le constat et vous avez présenté un peu les débuts de piste. C'est aussi très intéressant de voir à quel point l'espace politique et public s'empare de ce sujet-là. Même si, alors, et en toute transparence par rapport à ce que nous, on rencontre quand on échange avec beaucoup de DRH, où il y a quand même encore un peu un frein qui n'est pas qu'économique, au sens où il y a un frein par rapport à la manière dans laquelle les choses pourraient être perçues en interne. Donc c'est important aussi, je pense, que vous partagiez. Alors justement, je me retourne vers toutes les deux. Et Angèle, je sais que récemment, on s'est retrouvées toutes les deux. Donc je veux bien que tu nous parles de ça. Et après, peut-être toi aussi, Yasmine, sur quand vous intervenez en entreprise,
Comment ça se passe en fait? Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de un peu comme quand enfin voilà, vous dépassez les attentes des gens qui vous invitent en général. Je crois en termes de réponse. Donc peut-être nous en parler un peu. Alors nous, c'était la première intervention en Ouais, entreprise. c'est une grande première. Et c'est bravo. vrai que ça a été très enrichissant. Alors, ça a été une journée de sensibilisation des managers, des RH et des salariés du groupe Veolia, pour ne pas le nommer. Et effectivement, dans le cadre de cette journée, on a été agréablement surprise de voir qu'il y avait des salariés initialement qui étaient en retrait, et qui, à un moment donné, sont venus nous voir, ont pris la parole pour dire « oui, j'ai été confrontée » ou « oui, je suis confrontée ». Mais évidemment, mes supérieurs Alors, hiérarchiques peut-être juste donner l'anecdote parce que je la trouve intéressante. J'étais présente à cette journée-là et en fait, on avait énormément de personnes connectées en ligne et on était dans cet amphithéâtre où finalement il n'y avait pas grand monde en présentiel. Par contre, il y avait beaucoup de gens connectés en ligne pour garder cette réserve en fait, de le sujet m'intéresse, mais je veux pas qu'on le voit. Et au fur et à mesure de la séance, on a vu des femmes qui sont descendues des bureaux. Qui ont dit en fait j'étais en ligne, mais je me suis dit c'est ridicule. Je vais venir, je vais être présente et je vais intervenir et je vais prendre la parole. C'est assez fort en fait. Je trouvais que c'était un moment vraiment très très fort quoi. Tout à fait, tout à fait. De devoir partager avec nous ce qu'elles n'avaient jamais partagé avec leurs collègues, ce qu'elles n'avaient jamais dit à leur manager, et surtout ce qu'elles ne voulaient pas porter à la connaissance de leur entreprise par rapport aux peurs, aux craintes, la question de la protection. Le fibrome n'est pas protégé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout ce qu'on peut attendre d'une maladie qui est reconnue de manière officielle. C'est une maladie, mais finalement, c'est une question de bonne femme. Elle saigne, mais non, ce n'est pas qu'une question de bonne femme. C'est une vraie maladie qui peut impacter la carrière. Et c'est parce qu'il n'y a pas de protection, c'est parce qu'il n'y a pas de reconnaissance que les femmes n'osent pas. Elles ont peur, tout simplement. Donc, à partir du moment où il y aurait de plus en plus d'entreprises qui seraient ouvertes, même si dans l'immédiat, il n'y a pas véritablement, on va dire, de décision, c'est déjà un pas. Ah mais tout à fait, tout à fait. Tu interviens aussi beaucoup en entreprise pour le coup. Oui, peut-être nous en parler un peu. En 2024, on a été accueillis dans 70 entreprises, donc c'est vraiment très bien. Je pense que c'est le retour de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, puisque nous, l'endométriose, elle a été entendue au niveau du gouvernement. Et donc, dans le cadre d'actions de sensibilisation liées à la semaine du handicap ou à la semaine de la qualité de vie, eh bien, les entreprises nous sollicitent pour parler d'endométriose, parce que pour eux, c'est un sujet et ils imaginent, avec la statistique d'1 sur 10, que bien sûr, ils ont des salariés. Mais chez nous, ça a commencé en 2019, où j'ai été contactée par une manager, je ne sais pas comment on dit, d'une mutuelle, qui m'a dit... Je suis démunie en tant que manager. J'ai une collaboratrice qui, chaque mois, souffre le martyre. Je la vois bien, je ne comprends pas ce qu'elle a. Elle-même, elle ne sait pas. Et on lui a potentiellement parlé d'endométriose. Et moi, j'ai besoin de comprendre pour pouvoir l'aider. C'était la première fois qu'on réagissait comme ça, enfin qu'une entreprise réagissait comme ça avec nous. Donc j'y suis allée. J'ai sensibilisé les collègues, les managers. Et elle m'a dit, mais en tant que femme, ça m'a bouleversée, je veux aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On a organisé une table ronde qu'elle a diffusée, c'est une mutuelle, donc qu'elle a diffusée à ses adhérentes. Et puis elle me dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et c'est là que je lui ai proposé d'écrire le livre blanc qu'on co-diffuse aujourd'hui encore ensemble. Et je voulais rebondir sur ce qui a été dit un petit peu tout à l'heure, sur la réaction des managers ou de la direction sur les potentielles pathologies. Dans une deuxième étude qui a été menée avec le Centre d'études de l'emploi et du travail par une sociologue qu'on a aidé à diffuser, à qui on a aidé à diffuser le questionnaire, ça interrogeait 1662 femmes. Elles étaient 64% à avoir osé dire à leur employeur « j'ai de l'endométriose ». Un quart seulement a proposé des aménagements de poste. Oui, donc il y avait quand même une ouverture, il y avait une ouverture. Un échange. Peu, mais il y avait quand même une ouverture. Mais en revanche, il y avait 20% des employeurs qui ont réagi négativement, du genre l'endométriose, ça vous concerne, ça n'est pas le problème de l'entreprise et ça n'a pas à entrer dans l'entreprise. Encore une fois, c'est compliqué. Et ça a été justement ça s'est conclu par des mises au placard, des retraits de responsabilité. Vous êtes toujours absente, le projet, c'est votre collègue qui l'aura. Et puis, ça a été jusqu'à, pour certaines, licenciements pour des organisations de l'entreprise.
Donc ça datait de 2020. Donc les choses évoluent. Mais basé sur ces chiffres, la sensibilisation, elle est nécessaire. C'est un préalable, justement, à mettre en place des actions concrètes. Alors, que ce soit de la flexibilité d'horaire, que ce soit du télétravail, davantage de télétravail, que ce soit de l'aménagement de mobilier aussi. Pour certaines, ça peut être vraiment très, très aidant. Il y a des choses à faire qui vont permettre aux femmes de se maintenir dans l'emploi, de peut-être penser à une carrière évolutive aussi, et d'être dans une vraie égalité, finalement, professionnelle, quoi. Alors, c'est intéressant parce qu'on rencontre, je pense que du coup, je vais me tourner vers vous, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, en particulier, je pense à tous les débats qu'il y a eu, et je sais que, je me rappelle que la conclusion du rapport du Sénat sur la santé des femmes au travail était que sur le congé menstruel, il n'y avait pas eu d'accord entre les personnes qui avaient écrit le rapport. Donc, c'est un sujet où trouver le mix entre à la fois l'intérêt, évidemment, de la salariée et l'intérêt économique, il est pas toujours simple. Est-ce que c'est un sujet qui a fait l'objet d'échanges, justement, pendant ce texte de loi? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que c'est un sujet qui a fait l'objet d'échanges pendant le texte de loi? Oui, et même avant, même après, etc. Moi, je ne le cache pas. Si je appelle à lever les tabous, c'est pas que je vais commencer à en faire moi-même. Moi, je suis contre le congé menstruel. Pour une simple bonne raison, c'est idéologique et même philosophique. Pour moi, ça me renvoie à, écoutez, mesdames et mesdemoiselles, vous avez mal, s'il vous plaît, cachez votre douleur. Allez cacher votre douleur chez vous pendant quelques jours. Mais ça ne répond pas à l'accompagnement, à la prise en charge et à la bonne compréhension et connaissance humaine et médicale des différentes pathologies et souffrances que peuvent rencontrer les femmes et les jeunes filles. Moi, je vais aller plus loin, en fait. Et j'ai une loi qui vient d'être posée la semaine dernière sur ça. C'est la santé des femmes qui émane des conclusions que j'avais pu mettre en avant dans le cadre d'un projet d'examen sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2022. Vous voyez, c'était hier, mais en vrai, ça va assez rapidement. C'est des combats aujourd'hui qui vont vite, mais malgré tout. Il y a deux choses par rapport à ce que vous venez de dire, toutes les deux. La première, c'est, vous savez qu'on a aujourd'hui un dispositif qui s'appelle les ALD, les affections longue durée. Et c'est vrai que souvent, on va venir mettre des maladies comme on peut, etc. Donc, par exemple, l'endométriose, etc. Mais ça ne permet pas une vraie prise en charge de certaines pathologies. Et on parle d'endométriose, on parle de fibrome, on pourrait parler d'SOPK, on pourrait parler d'une multitude, en réalité, de complexité médicale. Et plutôt qu'à chaque fois de se dire par décret à mobiliser, etc., la loi que je propose sur un des articles veut mettre en évidence une catégorie spécifique pour les maladies féminines. D'accord. C'est pas simplement pour faire joli ou symbolique, c'est que ça permettra une prise en charge administrative, médicale, beaucoup plus complète, fluide pour les femmes. Et donc une prise en charge médicale, mais aussi une reconnaissance au travail. J'ai une affection, je n'ai pas besoin, si je ne veux pas te dire laquelle, je n'ai pas besoin de te dire laquelle, j'ai une affection qui est reconnue, et donc à ce titre-là, j'ai besoin de protection. Et ça va en complémentarité de toutes les préventions que vous faites, vous, directement, via vos organismes et collectifs, au sein des établissements d'entreprise. Et puis, l'autre sujet, c'est, vous aviez parlé de la... Ah oui, et l'autre sujet, pardon, c'est aussi de renforcer au sein de l'entreprise la santé, la médecine du travail. Ah oui. Oui, parfait. C'est parfait que vous interveniez sur ça, parce que je voulais justement qu'on en parle un petit peu. Oui, voilà. Du travail, donc en fait, ça permet une prise en charge complète de la femme et de la jeune fille, mais ça permet aussi de venir mettre le sujet au sein de la santé, de la médecine du travail. Parce qu'aujourd'hui, la médecine du travail, je dis pas que c'est pas bien, je la décris pas, etc., mais c'est souvent cocher une case, mais ça, comme vous disiez tout à l'heure, on coche. J'y étais, ça me prend la tête, parce qu'en plus, j'aurais pu être à une réunion, etc. Mon employeur est obligé de le faire, j'y vais, personne n'est content, et en fait, on expédie ça. Il faut renforcer dans ces moments très précis la prise en charge des différentes pathologies et peut-être des détections. Ce qui permet donc d'avoir une prise en charge globale dans sa vie privée et dans sa vie perso. Et encore une fois, c'est pas de venir pointer du doigt les entreprises ou etc., parce que c'est exactement ce que vous dites. Il y a une telle méconnaissance, un tel silence, qu'en fait, tout le monde se trouve un peu démuni, ou alors par défaut, considère que, écoute, j'ai pas envie de m'en occuper, parce qu'en vrai, ça me prend la tête. Comme je ne comprends pas, je ne sais pas. Donc c'est à nous, législateurs, c'est à nous, politiques, de mettre les pieds dans le plat, en fait, de pouvoir faire avancer. Il y a des choses qui font de l'ordre de la communication, et ça, on peut lancer des grandes campagnes de communication. Et puis, il y a des choses qui ont besoin d'un texte de loi pour l'écrire et protéger les femmes par rapport à cela. Surtout, alors on l'a pas dit en préambule, mais je pense que c'est quand même essentiel. L'enjeu, avant tout, il est de se soigner. Donc l'employeur n'est pas là pour se substituer à une prise en charge médicale
et ou de recherche pour améliorer les traitements, que ce soit sur le fibrome, l'endométriose, aider à un parcours fertilité et AMP plus clair, ou ménopause, on y reviendra. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cet enjeu et qui a été renforcé en plus en santé au travail, du rôle de santé publique aussi en termes de détection, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a aussi un rôle de préventeur. Oui. Vous intervenez souvent aussi pour... ça permet souvent aux femmes de réaliser parfois qu'elles sont dans une errance de diagnostic et de comprendre, ou une errance thérapeutique, et de comprendre ce vers quoi elles font. Donc, je ne sais pas si justement ce lien avec médecine du travail, si l'une de vous deux veut prendre un peu la parole, ou les deux d'ailleurs, Ouais. ça me va bien. Moi, je dirais que la médecine du travail, c'est un vrai allié, en tout cas en ce qui concerne l'endométriose, parce que c'est lui qui va pouvoir justement faire des préconisations d'aménagement de poste pour aider au maintien dans l'emploi. Ce qu'on constate malheureusement, c'est que très peu sont formés à l'endométriose et vont aussi banaliser ces douleurs qui arrivent régulièrement, mettant de côté. Donc il y a aussi encore et toujours, et ça c'est le discours qu'on porte depuis des années maintenant, la formation des médecins, mais la formation globale au sens large pour accompagner justement, et elles en ont besoin, les femmes, mais que ce soit SOPK, fibrome ou autres, elles ont besoin de médecins qui sont quand même en connaissance de ces pathologies, de médecins du travail, pour pouvoir les accompagner à se maintenir dans l'emploi. Mais en tout cas, il y a des équipes... Une connaissance complète, si je peux me permettre, Oui. par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire une connaissance qui ne soit pas uniquement... Oui, pas juste... c'est un problème de bonne femme, si je reprends la description que tu donnais tout à l'heure, Angèle. Ouais, c'est un problème justement pour accompagner vraiment sur tout le chemin du vivre avec l'endométriose. Il y a quand même des équipes ce sont des équipes de services de prévention et de santé au travail qui se sont pris pour... je ne trouve pas le terme, mais en tout cas qui ont pris ce sujet à bras-le-corps. Il y a une équipe à Lyon qui a développé qui est formée à l'endométriose et qui a développé justement un système d'interrogatoire quand la patiente arrive dans sa visite annuelle pour lui dire les douleurs, les règles, comment ça se passe. Parce qu'en fait, il est là, et ça revient à ce que vous disiez au début, il faut oser en parler, il faut lever les tabous, même de la part d'un médecin. Comment ça se passe la sexualité? Est-ce que les médecins en parlent même quand on a de l'endométriose, ils n'osent pas aborder la question. C'est terrible, parce que c'est aussi un des symptômes. Donc voilà, les médecins vont lever le voile sur les potentielles douleurs pendant les règles et ainsi pouvoir orienter vers une équipe formée elle aussi à l'endométriose, vers un diagnostic. Donc il y a un vrai enjeu de collaboration à tous les niveaux, effectivement. Alors moi je dirais qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mécanismes, plus exactement. Dans le cas du fibrome, par exemple, il y a les stéréotypes. Le fibrome, ce sont les femmes d'âge mûr. Ah, ça, c'est vrai. Les idées reçues. Idées reçues. Donc, il faut déconstruire les stéréotypes. Il faut briser les tabous. Mais il y a aussi, justement, quelque chose qui est de l'ordre de la banalisation. Un fibrome, c'est pas grave. C'est juste... c'est rien. Donc, la terminologie. Une tumeur bénigne. Non, c'est une tumeur non cancéreuse qui peut avoir des complications graves, vitales, insuffisance rénale, etc., etc. Donc, il y a besoin de changer de regard sur la santé des femmes. Il y a besoin de considérer la santé des femmes dans sa globalité et sa pluralité, parce qu'il y a des femmes qui souffrent de plusieurs pathologies associées. Qu'est-ce qu'on fait de ces femmes? Est-ce qu'on va soigner le SOPK en premier, l'endométriose en premier, le fibrome en premier? Qu'est-ce qu'on fait? La globalité de la santé des femmes. Et dans le cadre du monde du travail, il se trouve que c'est généralement à des âges charnières, ces maladies. Entre 25 et 30 ans, au moment où on essaye de trouver sa place, d'évoluer, de faire ses preuves, et c'est à ce moment que la maladie devient de plus en plus complexe. D'autant que c'est certaines pathologies qui peuvent avoir des impacts sur la fertilité et on rentre du coup dans un parcours AMP, quoi. Donc, ce n'est pas une maladie qui touche des femmes d'un certain âge, c'est une maladie qui peut toucher à tous les âges. Tout à fait. Donc, il y a besoin vraiment de prendre en compte cette dimension-là pour changer de regard sur toutes les maladies féminines et puis les reconnaître toutes comme étant des maladies pouvant être handicapantes. Une femme qui saigne, qui se vide de son sang, c'est un robinet ouvert. Qu'est-ce qu'on fait d'un robinet ouvert sur son lieu de travail? Comment on se change? Comment on gère les réunions? Comment on se concentre? Eh bien non, on ne peut pas se concentrer
quand il y a un robinet qui coule en permanence. Et c'est de là que vient la charge mentale, la difficulté à se concentrer, la difficulté à être productive, parce qu'il faut se changer, il faut superposer les protections. Donc, il y a un vrai sujet de parler des règles hémorragiques, de parler de saignements intempestifs. C'est un sujet. Il y a les douleurs, mais il y a les saignements. Pour l'instant, les saignements restent vraiment tabous. Alors, c'est ça qui est intéressant, mais oui, je vous en prie. Ouais, mais moi, je vais réagir sur ça. Même de simple façon, sur l'organisation des sanitaires. Ah ben voilà. Les sanitaires qui donnent sur l'open space. Oui. Mais qui a eu cette idée complètement stupide? Vous allez du coup être gêné de vous lever plusieurs fois. Exactement. Parce qu'on va dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas. Et puis ça va faire des petites réflexions. Mais c'est des réflexions mignonnes et gentilles, vous savez bien. Et si je peux me permettre, ça c'est quand on travaille dans un bureau. Si on est sur un métier de type Exactement. On n'a pas- factrice, ou on Et est là, sur les vous routes, n'avez pas de etc. sanitaire. Exactement. Là, vous n'avez pas de sanitaire. Exactement. Ou au mieux, vous avez des sanitaires mixtes. C'est ça. Et donc ça, il faut aussi revoir sa façon dont on est aussi en collectivité. Je le dis assez simplement, on n'est pas à plaindre, mais regardez aussi comment nous, on évolue. Parce que si on veut que les politiques fassent évoluer la société, il faut aussi que lui évolue. Sinon, c'est un peu, on va tourner en rond. On rentre dans les toilettes qui sont les plus proches de l'hémicycle, dans les toilettes des femmes. Déjà, pour rentrer dans les toilettes des femmes, c'est porte ouverte, et en fait, c'est dans le couloir. Donc on voit qui sort, qui rentre, etc., dans les toilettes des femmes. Les hommes, c'est un petit décoché sur le côté. Hein, c'est mignon. Et puis à l'entrée des toilettes, non mais c'est marrant, hein. Et ensuite, à l'entrée des toilettes des femmes, vous savez ce qu'on trouve? Alors on trouve pas de distributeur ou alors une porte fermée, non. On trouve une petite machine, là, je sais pas comment ça s'appelle, pour venir se faire polir les chaussures. Vous savez, cirer les chaussures. On a pensé à ça, mais on n'a pas pensé. Vous vous rendez compte? Culotte menstruelle. Mais ça protection peut prêter à sourire, mais tout ça, c'est tout sauf anecdotique. Non, bien sûr. Tout à fait. C'est tout, parce que ça permet aussi d'avoir de ce côté où, je peux être aussi en discrétion, même si j'ai pas envie d'être dans le silence et le tabou, mais j'ai le droit d'avoir cette pudeur afférent à ma pathologie. Et souvent, c'est pas disponible pour les femmes parce que les hommes n'en ont pas besoin. Mais d'ailleurs, c'est ressorti dans l'une de nos enquêtes, ça, où les femmes disaient vraiment, j'ai honte au travail parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes très régulièrement et on me regarde et j'ai honte. Et on a conçu un serious game, un jeu pédagogique informatif sur l'endométriose. On se met à la place d'une femme atteinte d'endométriose et justement, il y a des réflexions de collègues qui sont issues de ces enquêtes qu'on a remis dedans. C'est et dis donc, je t'ai vu aller plusieurs fois aux toilettes depuis ce matin. T'as la gastro, tu ferais mieux de rentrer chez toi. Tu vas tous nous la refiler. Non, c'est pas ça le problème. Bon, bah alors, qu'est-ce que t'as? Ah, j'ai de l'endométriose. Ah, de l'endométriose? Oh, bah c'est rien, ça. Ma mère en a, elle a pris son cachet, tout va bien. T'as qu'à te faire opérer, ça ira. Il y a aussi des idées reçues. Tout à fait, oui. Voilà. Mais oui, c'est exactement ça. On n'est pas... Et d'ailleurs, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Les récidives, les maladies féminines, on n'est jamais guéri. Non. Oui, c'est des maladies chroniques, tout à fait. Toute la vie, on souffre de fibromes. Tout comme on souffre d'endométriose ou de SOP, c'est toute la vie. Avec, en plus, alors, quoi qu'on en pense, et justement, ça m'amène à la question qu'on a, et j'invite celles et ceux qui nous écoutent à poser des questions dans le chat si vous le souhaitez. Mais attention, la ménopause n'est pas toujours la fin de certaines de ces pathologies-là. Ce qui m'amène d'ailleurs donc à un sujet dont on a moins parlé, mais qui a fait l'objet de tout un rapport parlementaire demandé par le gouvernement par ailleurs, qui a été remis au gouvernement récemment. La ménopause, alors du coup, je me tourne plutôt vers vous, Prisca. Tout l'axe 3, il est sur la ménopause au travail. Vous évoquiez une potentiel projet de loi, c'est ça, sur ce sujet-là. Donc peut-être nous en parler un peu. C'est pas un projet de loi. La question, c'est est-ce qu'il y a d'autres pathologies et d'autres moments de vie qui peuvent avoir un impact au travail, à part ceux qui ont été changés? Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier la puberté. J'insiste parce qu'elles ne travaillent pas, nos adolescentes, heureusement. Mais en fait, c'est au moment où on prend en compte la considération de parler de sa santé, ça, on le traîne toute sa vie. Si on a loupé ce coche-là, on l'a loupé pour une partie de sa vie, c'est compliqué à rattraper. Et si je peux me permettre, juste, pardon, excusez-moi, en complément, pour intervenir souvent, et peut-être tu me feras le relais sur ça, mais pour intervenir souvent en entreprise, on voit bien qu'il y a par ailleurs une grosse demande de la génération des moins de 35 ans, hommes et femmes, d'aller beaucoup plus loin justement dans la discussion sur ces sujets-là qu'on trouve moins. Donc en plus, je trouve que c'est bien d'en parler à la puberté parce qu'on voit l'impact sur les générations qui ensuite viennent travailler. Quoi. Exactement. Alors sur ça, et très rapidement, dans la fameuse proposition de loi, donc c'est pas un projet de loi, c'est le Parlement, mais c'est moi en fait qui le pose,
il y aura une consultation obligatoire. Alors, j'aime pas le truc obligatoire, mais en fait, à un moment, il faut qu'on avance. Consultation obligatoire au moment de l'adolescence. D'accord. Alors, pas que pour les jeunes filles, pour les sujets qu'on connaît, mais aussi pour les garçons, bien évidemment, parce qu'ils ont aussi des sujets à Tout à fait. discuter. Mais je veux la rendre obligatoire parce qu'en fait, jusqu'au moment des vaccins obligatoires, un enfant va voir un médecin. Les parents les emmènent. Mais ensuite, la prochaine fois que vous voyez un médecin, c'est souvent après la puberté, et donc souvent après ces moments où on a des capacités de détection et de mise sur la table de sujets qui sont encore tabous. Et ensuite, à l'autre bout du chemin, il y a la ménopause, qui, rappelons-le, n'est pas une maladie, ça concerne tout le monde. Et en fait, là, il y a le tabou absolu, parce qu'il y a tout ce qu'on peut imaginer, la mise au rebut, je suis vieille, je machin, etc., mais pas de nous-mêmes, de ce que nous renvoie la société. Et là, il y a un rapport encore parlementaire, comme quoi le Parlement travaille, qui est mené par ma collègue Stéphanie Rist, qui a fait tout un rapport dessus, effectivement commandé par le gouvernement. Et je lui avais proposé de s'insérer dans la proposition de loi, non pas qu'on veut faire un gros truc, mais parce que le temps parlementaire est très restreint. Donc on se dit, on va faire d'une pierre deux coups. La majorité des sujets qu'elle pose et qu'elle propose ne nécessitent pas un véhicule législatif. En revanche, il y a quelques petites briques qui vont le nécessiter. Et alors, on va l'insérer par dépôt d'amendement sur la loi en cours. Donc, il devrait arriver sur le dernier trimestre de l'année, normalement pendant une des niches parlementaires en fin d'année. Tout ça pour dire que je pense qu'on arrive, en tout cas sur une grosse brique dans ce qu'on attendait en 2022, qu'on en avait beaucoup parlé avec Stéphanie Rist, donc cette collègue, mais avec d'autres. Je sais que mon président de groupe est très attaché, notamment sur les enjeux de PMA, etc., à avoir enfin un vrai texte sur la santé des femmes. Parce qu'au-delà des sujets très importants que vous soulevez de façon extrêmement claire, là, il y aura aussi une dimension symbolique. Une forte dimension symbolique. Tout à fait. Et je le dis de façon assez simple, mais en restant là, pour le coup, un peu dans le tabou. J'ai beaucoup de journalistes, qui suivent le sujet. Et qui, elles-mêmes, je dis, mais fais un sujet, tu veux pas faire un sujet? Elle me dit, mais t'en es où? Je dis, mais tu veux pas faire un sujet dessus? Et en fait, elles ont le tabou. Bah oui, les tabous sont partout. Et en fait, quand on en parle, je pense que par moment, sauf cas exceptionnel, et ça arrive, il faut le dire, mais sauf cas exceptionnel, le tabou, il vient surtout de nous. Les messieurs, ça les dérange pas d'en parler, au contraire, ils seront d'une façon ou d'une autre touchés, soit parce qu'ils ont vu leur mère, soit leur compagne, s'ils ont une, soit leurs amis proches, soit une sœur, etc., une cousine. Et on peut pas dire qu'ils sont dévoués d'empathie. Enfin, ils sont dénués d'empathie, c'est pas vrai. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir en parler, mais aussi une fois que la loi sera passée, je le souhaite, là pour le coup d'en faire un relais médiatique. Très clair. Je pense qu'on a eu un échange plus qu'intéressant. Je vérifie que je suis dans mes temps. C'est moi le timekeeper. Et oui, j'y suis presque. Alors déjà, vous remercier énormément. C'est toujours passionnant de vous entendre les unes et les autres. Donc encore mieux quand c'est par trois. Donc merci beaucoup. Peut-être juste en conclusion, et corrigez-moi si évidemment je change un peu nos débats. Mais il me semble que par rapport à la question initiale, on est tout à peu près d'accord que visibiliser, c'est pas fragiliser, mais c'est au contraire donner à voir et responsabiliser. Je pense que le point, il est important. C'est à partir du moment où on sait, on s'en occupe en fait et prendre en charge. Évidemment, le monde du travail ne doit pas se substituer à une prise en charge et ça pourrait faire l'objet d'un autre très très long échange et une meilleure prise en charge. Néanmoins, et ça on ne l'a pas dit mais peut-être le rappeler, les femmes c'est 48% de la population active et ça va aller augmentant parce qu'on le voit aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes actives à tout âge de la vie. Et donc du coup, aujourd'hui, s'occuper de 48% de ces employés et de leurs problèmes, si tant est, ou en tout cas de leurs conditions spécifiques, c'est aussi s'occuper de la population active, d'autant que, et vous l'avez souligné, sur certaines thématiques, comme par exemple l'aide médicale à la procréation, l'impact il va être double, à la fois sur celle qui porte l'enfant, mais aussi sur le coparent, quel qu'il soit. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de passer à notre deuxième table ronde qui, du coup, est pile poil dans la continuité de nos échanges, puisqu'il s'agit maintenant d'inviter l'employeur et ceux qui les accompagnent en protection sociale pour nous parler un petit peu de leurs actions et de comment ils y travaillent. Merci à tous. Merci à toutes les trois. Merci.
bonjour, rebonjour. Donc, on attaque maintenant la deuxième table ronde. Donc, on a eu l'occasion, donc, dans la première table ronde, d'échanger sur la parole, j'ai envie de dire la parole côté patient. Et aujourd'hui, c'est avec un très, très grand plaisir. Et merci encore, mesdames. Alors, c'est encore des dames. Alors, là, pour le coup, on est full, full féminin ce matin. L'objectif de cette deuxième table ronde, c'est pour le coup d'aller voir plutôt du côté des employeurs, à la fois pour comprendre quels sont les enjeux, quels sont les moyens aussi à disposition. On en a parlé dans la première table ronde. Il faut pouvoir allier l'économique avec le bien-être évidemment des collaboratrices. Et donc pour cette table ronde, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi 3 intervenantes. Alors, on va commencer, je vais prendre mes petites lunettes, par toi, Anne. Bon, je vais passer sur le dessus, là. Hein. Donc, Anne Doma-Marchandet. Donc, Anne Doma, tu es directrice du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral. Et alors, comme son nom ne l'indique pas obligatoirement, c'est le syndicat qui représente les employeurs au sein de la branche vétérinaire. C'est important. Tu participes dans le cadre du dialogue social de cette branche, qui est toute une branche, la branche vétérinaire, aux actions en faveur de la prévention des risques psychosociaux et du bien-être au travail. Merci d'être avec nous. Tu es accompagnée par Annick Valentin-Smith. Alors, toi, Annick, tu es vétérinaire pour animaux de compagnie, diplômée de l'école de vétérinaire de Maison-Alfort, voilà, la grande, reconvertie aux nouvelles technologies. Tu es en particulier la cofondatrice et la présidente de VetInTech. Et on est très, très content de t'avoir avec nous, puisque tu es à l'origine d'une grande enquête qui s'appelle Vigiveto, dont on va parler, que tu as menée pour la branche vétérinaire, avec la branche vétérinaire, et donc l'occasion que vous nous en parlez toutes les deux. Et puis enfin, Ludivine Baudel, excuse-moi. Donc toi, tu es directrice de marché chez Verge-Pyrène. Tu travailles dans le secteur des assurances de personnes depuis plus de 20 ans. Voilà. Absolument. Voilà. Tu es initialement juriste en droit des assurances et depuis 2013 dans le courtage. Et donc, on t'a invité plus particulièrement parce que tu as évidemment dans tes fonctions un rôle de conseil auprès des entreprises, en particulier sur tout ce qui est optimisation et pilotage des régimes de prévoyance et de frais de santé. Et alors, bon, là, on va rentrer dans le dur et tu vas nous en parler un peu, mais derrière l'absentéisme, il y a la prévoyance et donc un coût potentiellement, derrière du temps partiel. Parce que, voilà, on l'a parlé tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure de l'impact pour l'employeur et pour l'employé, en termes de bien-être au travail, en termes d'absentéisme. Gardez en tête que tout ce qu'on évoque aujourd'hui a aussi un impact chiffré pour l'employeur et l'employé, parce que qui dit arrêt maladie dit baisse de revenus, indemnisation, mais une indemnisation qui, sauf certains cas, sauf exception, voilà, est plutôt inférieure à l'indemnisation salariale. Donc, on est aussi sur quand même une perte potentielle de revenus économiques pour la salariée, mais aussi évidemment pour l'employeur, les questions de turnover, donc de changement. Donc ces questions-là, je voulais commencer justement par te proposer que tu nous en donnes un petit peu de visibilité. On avait avec une de tes collègues chez Verge-Pyrène il y a 1 an et demi à peu près, fait un travail de l'impact de la santé des femmes en entreprise en regardant un petit peu les questions d'absentéisme. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de chiffres et nous dire un petit peu comment on attaque ces questions-là, les femmes et leur santé en entreprise, comment on attaque ces questions-là pour l'employeur? Exactement, mais avec grand plaisir. Une petite introduction sur la source des indicateurs que je vais vous communiquer. Donc, ces informations, en fait, proviennent d'une étude de notre direction actuariat et statistique, donc Verge-Pyrène, qui est attachée à analyser l'évolution des comportements, les causes des comportements de l'absentéisme ou de la consommation médicale qu'on pourra évoquer tout à l'heure. L'objectif pour nous étant de donner ces indicateurs clés aux entreprises que nous accompagnons pour les aider à la prise de décision. Donc, effectivement, on est pleinement dans la thématique que tu abordes. Et en matière d'absentéisme, nous avons actualisé avec notre direction actuariat les données que tu avais pu partager il y a 1 an et demi ou 2 ans. Et quelques chiffres clés pour ne pas noyer le propos, mais des chiffres qui sont assez marquants. Il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, on avait des arrêts de travail qui étaient répartis avec 54% des arrêts de travail qui étaient des arrêts féminins.
nous avons actualisé cette donnée et sur nos données statistiques 2023-2024, ce taux d'arrêt de travail chez la femme est porté à 59% des arrêts globaux indemnisés et pilotés par Verspiren pour le compte des entreprises qui nous font confiance. Il faut savoir que ces données sont anonymisées, on travaille sur plusieurs centaines de milliers d'assurés que nous accompagnons tant en frais de santé qu'en prévoyance. Et donc voilà, c'est un chiffre qui est assez alertant, c'est-à-dire 59% des arrêts de travail qui sont féminins sur 2023-2024. Ça fait 10 points de plus, ce qu'on observe depuis longtemps en fait. Exactement, mais là nous on le retrouve également, donc ça va croissant, indépendamment effectivement de la prise en main du sujet par les divers employeurs ou les diverses entités ou structures comme les vôtres. Donc effectivement ça ne s'améliore pas à date, et on constate également que nous avons toujours cette répartition par tranche d'âge qui est plus marquée chez la femme de 25 à 40 ans. C'est-à-dire que là on a vraiment quasiment 50% des arrêts de travail chez la femme qui sont situés dans cette fourchette 25-40 ans. On peut déborder un petit peu sur les 45 ans. Ce qui nous a un petit peu interpellé sur cette actualisation de la donnée sur 2023-24. Donc on ne sait pas si ce sera pérenne puisqu'il nous faut malgré tout analyser sur plusieurs exercices. Mais ce qui m'a un petit peu interpellé dans les données communiquées par notre direction actuariat, c'est l'arrêt de travail des femmes de moins de 25 ans. Et là, on a un pic d'arrêt de travail chez la femme de moins de 25 ans. Je n'ai pas aujourd'hui de recul, puisque c'est vraiment une donnée qui est fraîchement issue de notre analyse actuarielle, mais ça méritera de s'y attarder un petit peu et voir s'il y a vraiment soit un épiphénomène, soit une évolution également de l'absentéisme chez la jeune femme employée aujourd'hui au sein des entreprises. Donc voilà, très globalement, sur l'absentéisme, ça ne va pas mieux et on a toujours cette tranche très marquée 25-40 ans et cette petite alerte sur les moins de 25 ans. En matière de consommation de soins de santé, là, je vais plutôt m'attarder sur la médecine courante, c'est-à-dire la consultation du généraliste, de spécialistes, l'analyse de sang, les radiographies ou autres actes d'imagerie médicale. Et là, on s'aperçoit que chez la femme, on va avoir entre ces 25 et pareil, ces 45 ans, une moyenne de 14 à 18 actes de médecine de ville par an. Là où chez l'homme, on est entre 9 et 13. Donc en fait, naturellement, j'ai envie de dire, la femme sollicite plus la complémentaire santé, puisque c'est de ça dont on parle, c'est la mutuelle. En fait, moi, si je prends vraiment le prisme du courtier en assurance que je suis, c'est-à-dire qu'en fait, on a, lorsqu'on s'attache de ce point de vue technique, une collaboratrice qui sera plus en arrêt de travail et une collaboratrice qui, parce qu'elle est femme, et non pas parce qu'elle est le plus sensible ou plus fragile, devra plus solliciter le régime mutuel et aller plus souvent chez le médecin et pratiquer des examens médicaux complémentaires. Et donc potentiellement s'absenter. De toute façon, tout est en lien. À partir du moment où vous avez un arrêt de travail, c'est que vous êtes allé au préalable voir un médecin et vous avez en général aussi une prescription pharmaceutique. Donc de toute façon, tout est lié et nous, on a toujours une approche prévoyance et frais de santé qui est couplée. Donc une fois qu'on a posé ces quelques chiffres, ce qui est important pour nous d'un point de vue purement technique et financier, comme tu l'indiquais en introduction, c'est d'attirer, d'accompagner les entreprises que nous accompagnons sur l'impact de la santé des femmes sur le pilotage technique de leur régime prévoyance et frais de santé. Donc là, ça va être très, très basique, très financier, très économique, mais bien évidemment, qui dit consommation d'actes de médecine ou absentéisme, signifie de la sinistralité et des remboursements des indemnisations. Donc bien évidemment, vous savez que les régimes de prévoyance et frais de santé, on les pilote à l'équilibre. L'objectif, c'est qu'il y ait autant de cotisations versées au régime qu'il n'y a de prestations servies auprès des assurés. Et bien évidemment, si on n'est pas en alerte sur l'accompagnement des collaborateurs en général, mais là on fait un focus sur effectivement l'accompagnement de la collaboratrice, ça a forcément un impact négatif financièrement, techniquement, sur le pilotage des régimes. Donc ça, c'est une donnée importante. Et si on va un petit peu au-delà de cette donnée technique et du pilotage des régimes, il y a aussi un impact sur les coûts indirects de l'employeur, puisque c'est ce que tu évoquais en introduction. Un collaborateur qui est en arrêt va forcément générer une indemnisation. Là, oui, une collaboratrice, exactement. Une collaboratrice en arrêt de travail va générer une indemnisation, donc soit portée par l'employeur au titre de ses obligations de maintien de salaire, donc c'est un coût direct. Une indemnisation aussi complémentaire par le régime de prévoyance, donc c'est également un coût direct puisqu'après la cotisation évolue en fonction de la réalité de la bonne ou moins bonne santé du régime. Et vous avez après aussi tous les coûts indirects qui vont tenir à la gestion de l'arrêt de travail administrativement au sein de l'entreprise, potentiellement au coût de remplacement de la collaboratrice absente, à la désorganisation de l'activité et des services, et j'en passe, à la perte de productivité, voire parfois lorsque il y a
un absentéisme assez marqué ou un poste clé qui est absent, un impact aussi sur la notoriété ou l'image de marque de l'entreprise. Donc tout ceci fait que si on s'appuie sur la réalité statistique de l'absentéisme et de la consommation des femmes sur les régimes frais de santé prévoyance, eh bien vous avez l'impact purement technique et économique sur les finances et le budget que devra allouer l'entreprise et la collaboratrice, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est cofinancé. Hein. Donc la collaboratrice. Oui, attention, le coût, il est, voilà, le coût, il est pour les deux. Tout à fait, salariés, sauf si on a quelques entreprises qui financent à 100%, mais ce n'est quand même pas la majeure partie des cas. Donc on a effectivement l'impact économique, on a l'impact vraiment financier pour l'entreprise. Donc pour nous, effectivement, chez Verspiren, on considère qu'il est essentiel que la santé de la collaboratrice soit un sujet pleinement pris en main par l'employeur, puisqu'on a quand même beaucoup de secteurs d'activité qui emploient une population féminine qui est significative. Maintenant, et pour conclure sur cette petite partie, là, je suis restée très, très financière, très économique, même si on sait que c'est un sujet essentiel. Je pense qu'il faut aussi prendre un petit peu de hauteur et voir aussi le prisme de la protection sociale par l'intermédiaire du RSE, enfin de la RSE et de la QVCT. Je pense qu'au-delà de l'aspect purement économique, ce sur lequel Verspiren accompagne les entreprises qui nous font confiance, je pense que c'est aussi notre rôle que d'amener l'entreprise à inclure la santé de la femme dans sa stratégie QVCT, dans sa stratégie sociale, et faire en sorte que ça devienne limite l'un des items du pacte de rémunération, pourquoi pas, c'est-à-dire vraiment faire en sorte de valoriser l'engagement de l'entreprise dans le cadre de la RSE et de sa QVCT auprès de ses collaboratrices féminines, et en faire un tout. Très clair, très clair. Merci de ce propos introductif, parce que voilà, l'idée, elle est de bien comprendre notre objectif ici. Il n'est pas être dans l'angélisme. Hein. Je pense que c'est vraiment le cœur de cet échange et de cette conférence ce matin, c'est de pouvoir voir comment entre guillemets, les deux parties, voir l'espace public aussi, hein, parce que bien garder en tête qu'on est aussi sur des questions de bon fonctionnement de l'ensemble de la société, comment chacun puisse s'y retrouver pour qu'on puisse continuer d'avancer. Donc merci, et c'est important de faire cet échange-là. Du coup, je pense que ça ouvre naturellement le champ. Alors, on va parler plus spécifiquement d'un secteur, le secteur vétérinaire. Alors, pourquoi on a choisi ce secteur-là? C'est parce que je pense qu'il y a une problématique plus particulière de féminisation. Tu vas pouvoir nous en parler, Anne. Ouais, voilà. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est déjà pourquoi... voilà, comment la question de l'impact de la santé et du travail au sein du... comment est arrivée la question de santé-travail et comment vous avez voulu vous y intéresser, voilà, avec quel enjeu derrière en tant qu'employeur? Donc, effectivement, on s'est préoccupé de la question de la santé au travail et de son impact sur forcément la productivité et sur les arrêts de travail. En fait, cette réflexion, elle s'est menée au sein de la commission paritaire, donc dans le cadre d'un dialogue social qui est très fort dans le secteur vétérinaire, dans la branche. Alors, peut-être rappeler qu'une commission paritaire, elle va comprendre... les syndicats d'employeurs. D'employeurs, voilà. Donc, pour les vétérinaires, c'est le SNVL. Et les syndicats de salariés. Donc, il y a 5 syndicats de salariés au sein de la branche vétérinaire qui sont représentatifs, la CFDT, FO, CFE-CGC, UNSA et CGT. C'est un dialogue qui est très fort et très actif et qui se préoccupe justement de ces questions de la QVCT, du bien-être au travail depuis un certain nombre d'années. On a commencé par gérer d'autres problèmes. On a beaucoup de soucis sur les incivilités dans les cabinets vétérinaires. Donc, on a commencé par travailler là-dessus. Il faut savoir que le secteur vétérinaire, c'est des TPE, en fait, c'est un ensemble de toutes petites entreprises. Et du coup, le fait de le gérer collectivement a beaucoup plus d'impact et on a un rôle assez fort en tant qu'organisation patronale pour infuser des bonnes pratiques notamment. Donc, on a décidé de s'occuper de la santé des femmes au travail en 2023, grâce à Annick, qui, en fait, ça a été deux rencontres, on va dire. La première, c'est avec Juliette, je pense. Oui, c'est vrai qu'on voilà, dans le cadre de Viva Technologie et du collectif Femtech France. Et puis, la deuxième chose, le deuxième événement, c'était la sortie du rapport du Sénat sur la santé des femmes au travail, des mots invisibles, qui a en fait un peu allumé une lumière auprès d'Annie qui s'est dit on est un secteur où il y a
beaucoup de femmes. Alors Je reviendrai justement, en peut-être termes sur de les chiffres, stats, ouais, je veux voilà. bien un peu de stats. Ouais. Alors en fait, dans le secteur vétérinaire, en gros, il y a deux populations de personnes qui travaillent. Il y a les vétérinaires, ça on se doute un petit peu, et puis on a les auxiliaires vétérinaires. Après, on a quelques fonctions support, mais c'est pas, vu que c'est des toutes petites entreprises, on a surtout des vétérinaires, des auxiliaires vétérinaires. Chez les auxiliaires vétérinaires, c'est plus de 95% de femmes. Ah oui. Donc voilà. Et chez les vétérinaires, chez les salariés, c'est aussi au-delà de, je crois qu'on est à 76% de femmes chez les vétérinaires salariés. Et chez les vétérinaires libéraux, donc plutôt côté employeur, on est en gros à 50-50. Sachant donc, que je crois donc, qu'aujourd'hui, en total- termes de diplômés vétérinaires, et en plus, c'est une tendance qui qui est va très se forte, hein. augmenter, Voilà. puisque dans les jeunes diplômés qui sortent, on est au-delà de 70% de femmes. D'accord. Donc on sait que la tendance, elle va être encore à plus de féminisation dans le secteur vétérinaire. Et donc nous, on s'est dit, enfin Annick s'est dit, ça c'est un sujet, et c'est vraiment un sujet pour la branche vétérinaire. Alors, il se trouve aussi que dans le rapport du Sénat, il y avait une vétérinaire D'accord. qui était rapporteur. Donc voilà, ça nous a, voilà, on a commencé par analyser le sujet. Moi, je lui ai dit, il faut le porter au niveau de la branche, en fait. C'est une étude qu'il faut absolument que la branche porte, dans le cadre notamment de certains mécanismes qui sont le haut degré de solidarité. On a possibilité de dégager des fonds, soyons clairs, de l'argent, pour mener une étude. On a besoin de savoir ce qui se passe en matière de santé au travail. Alors, je vais aller plus largement, pas que la santé des femmes, la santé de manière globale au travail. Et on a voulu suivre la première recommandation qui était de mener une étude genrée pour connaître en fait la santé des gens qui travaillent, alors, salariés ou pas ou employeurs. c'est un très bon point de le rappeler. La première recommandation du rapport sur la santé des femmes au travail était de compter les femmes, en fait. Donc de compter justement, et c'est pour ça que ce chiffre que tu as évoqué en introduction d'absentéisme par genre, alors c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours envie d'entendre, mais tant qu'on ne le fait pas, on ne peut pas adresser le problème. C'est le principe de l'éléphant au milieu de la pièce. Tant qu'on le contourne et que personne fait comme s'il n'était pas là, on ne peut pas adresser ce problème-là, sachant, et je le répète encore, hein, un impact économique pour les femmes, mais aussi pour l'employeur, pardon, mais aussi pour les femmes. Alors, peut-être justement nous parler un petit peu plus, Annick, de cette enquête. Comment comment tu l'as montée, comment vous l'avez co-créée ensemble, voilà, nous en parler un petit peu plus. Bah, écoute, avec plaisir. En fait, Vigiveto, on a souhaité que Vigiveto ait deux temps. Un premier temps, il fallait faire un état des lieux. On avait très très peu de chiffres sur la santé des personnes qui travaillent dans les structures de soins vétérinaires. Alors, comme l'a dit Anne, il y a en gros une population qui est moitié véto, moitié auxiliaire, hein, qui sont en gros des infirmières qui travaillent dans ces structures. Chez les auxiliaires, on n'avait absolument aucun chiffre sur la santé. Chez les vétérinaires, on avait quelques chiffres, mais aucun chiffre concernant, aucun chiffre genré, hein, aucun chiffre concernant la santé au travail, la santé des femmes au travail. Donc, il nous a semblé extrêmement important dès le départ de faire un état des lieux. Et c'est comme ça qu'on a mené cette première étape avant la mise en place de solutions. Il fallait savoir où on en était et on a donc démarré cette enquête l'année dernière, au début de l'année dernière, au mois de mars et au mois d'avril. 3000 personnes ont été impliquées, on a eu plus de 2000 questionnaires qui étaient exploitables, la moitié d'entre eux concernant des vétérinaires et l'autre des ASV, donc des auxiliaires. Parmi les répondants, la population est tout à fait représentative avec chez les vétos 40-45% de salariés, le reste donc des employeurs, essentiellement chez les femmes, des femmes jeunes, puisque plus de 2/3 d'entre elles avaient moins de 40 ans. Dans les Oui, on retrouve la dans les période femmes, d'âge on que tu retrouve évoquais, les quoi. 25-40 ans. C'est très intéressant. Pour compléter, et au niveau de la population, en général, les cabinets cliniques vétérinaires, il y a
des personnes jeunes. Les ASV sont au moins de 35 ans, de façon pareil. très, très largement majoritaire. Et parmi les salariés vétérinaires également, c'est des jeunes. Donc, oui, donc on est pile donc poil on dans les, est, dans les voilà, chiffres et qui on étaient est évoqués donc tout à pile l'heure. poil dans les données. dans les Voilà. problématiques rencontrées, quoi, en Rencontrées, termes tout à fait, quoi. d'absentéisme. Notre échantillon, donc chez les vétos, 70% de femmes, 30% d'hommes. Dans les 70%, essentiellement des jeunes, hein, puisque 2 tiers de moins de 40 ans. Elles exercent dans tous les, je dirais, tous les domaines, hein, animaux de compagnie ou animaux d'élevage, et c'est représentatif au niveau des régions. Donc un vrai bel échantillon qui nous a permis en fait d'aller un petit peu plus loin. Pour les ASV, une population aussi très jeune, moins de 40 ans à 80-85%, hein, donc population féminine pratiquement 100% et très jeune. Voilà donc l'échantillon et ça nous a permis en fait d'avoir pas mal d'infos. La première question qu'on posait, est-ce que vous vous sentez en bonne santé? Eh bien oui, c'est une population qui s'estime, c'est du déclaratif, en bonne santé. Donc c'est une population jeune, qui bosse bien et qui estime que sa santé est bonne à plus de 3/4 de la population, ce qui est un chiffre qui est un peu au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir. Deuxième question, est-ce que vous souffrez d'une pathologie chronique? Alors on s'est focalisé uniquement sur les pathologies chroniques qui avaient un impact sur leur, en fait, sur leur job. Et c'est là qu'on a eu des choses extrêmement intéressantes puisqu'on est rentré dans le détail des pathologies chroniques. Alors, il faut savoir que dans cette population-là, ce qui domine très largement, ce sont les TMS et toute la pathologie dorsale, hein, toute la pathologie rachidienne, des cervicalgies au sciatique. Donc ça domine très largement, quelle que soit la population, les jeunes, les employeurs, les femmes, les hommes, tout le monde souffre en gros du dos ou en gros de tendinite. En deuxième position, et c'est là que c'est intéressant, chez les ASV, chez les auxiliaires, qui sont, on l'a vu, des femmes jeunes, ce sont les affections gynécologiques. Donc la partie gynéco qui est arrivée assez vite. En deuxième position, avec un chiffre qui est inférieur, bien inférieur d'ailleurs au TMS et aux dorsalgies, mais qui arrive vraiment là en deuxième position. En troisième position, on a tout ce qui est endocrinien avec la thyroïde, les problèmes de diabète, voire de surpoids. Voilà pour les ASV. Chez les vétos, c'est un tout petit peu différent. Le tiercé est un tout petit peu différent. Il y a une inversion entre la deuxième et la troisième place, puisque les affections gynécologiques arrivent en troisième position. Alors, quelles sont les affections gynécologiques qui ont été notées par les personnes interrogées? Beaucoup de règles douloureuses, beaucoup d'endométriose, des troubles de la ménopause, malgré cette jeunesse, je dirais, dans notre échantillon. On a déjà de la périménopause, de la préménopause, des problèmes liés à la fertilité qui impactent beaucoup et dernier point, SOPK. Donc voilà ce qu'on... SOPK qui est la première cause d'infertilité en France, voilà, par ailleurs, qui est très lié, qui a aussi un trouble de l'humeur et le reste, aussi, tout à fait, oui, tout à fait. Trouble hormonal. Ce qui était important, c'est qu'on s'est d'abord focalisé sur la fréquence. Mais en fait, ce qui est plus intéressant dans notre étude, c'est qu'on a essayé de chiffrer l'impact. Et en fait, ce qui est important dans cette population, je dirais, c'est le croisement de la fréquence et de l'impact. Et on a mesuré donc l'impact de toutes ces pathologies chroniques sur différents items: quantité de travail, qualité de travail, relations dans l'équipe, relations avec l'employeur, relations avec les clients, équilibre vie perso, vie professionnelle, etc. Alors les affections gynécologiques, elles ont un impact sur l'ambiance dans l'équipe, sur les relations dans l'équipe. Alors on est dans des petites équipes, hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui est absent, qui souffre, qui a des problèmes, ça a une répercussion immédiate sur le reste de l'équipe. Donc ça, c'est important. Sur la quantité de travail, pas du tout sur la qualité de travail, mais sur la quantité de travail, il y a très clairement un impact de ces affections gynécologiques.
Et dernier point qui est aussi intéressant, dans cette enquête, on terminait par en fait les conséquences en fait de ces pathologies chroniques dans le travail. Et on s'aperçoit que, en particulier chez les ASV, les auxiliaires, plus de 30% d'entre elles ont songé changer de job ou s'arrêter définitivement de travailler. Et je ne parle pas que des arrêts de travail. Il est clair qu'il y a, Oui, il y a un nombre d'arrêts de donc on en travail. revient vraiment à ce qu'on disait. Il y a la question de l'absentéisme qui est vraiment le premier niveau, et puis après il y a et qui est déjà une perte de revenus pour tout le monde. Et puis Non, après il y a ce la qui est question extrêmement important, du choix professionnel en fait. C'est ça, c'est je change de job en fait, c'est ma passion, j'ai voulu faire ça, mais en fait ma santé Ne me permet pas de continuer. ne me permet pas de continuer. Et où je m'arrête complètement de travailler parce que je ne supporte plus. Alors que la fréquence n'est pas si élevée que ça, mais l'impact est extrêmement important. Alors, cette étude, vous avez publié les résultats, enfin, vous avez annoncé les résultats en fin d'année, hein, c'est ça, Exactement, 2024. oui. Ouais, tout à fait, J'étais voilà. là. Et du coup, derrière, j'imagine qu'évidemment, il y a eu une réflexion sur l'action. Donc, du coup, je me tourne vers toi, Anne. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on pense femme qui travaille, à penser une femme derrière son bureau. Sauf que là, on est une femme derrière son bureau dans une grande boîte. Non, mais c'est quand même un peu dans une grande boîte, dans une grosse équipe. Or, tu l'as dit, là, c'est tout l'inverse. C'est des personnes debout, dans des petites structures. Non télétravaillables. Il y en a une qui tombe à l'eau, le bateau il coule. Voilà, donc voir à l'extérieur, même. Voir à l'extérieur, exactement. En fait, on avait aussi des vétos. Exactement, ruraux, c'est des personnes qui peuvent être nomades aussi, qui peuvent aller se balader, Beaucoup de etc. Donc, quel type de solution on met en place, comment on aborde le sujet et comment on aborde éventuellement le sujet aussi avec les partenaires sociaux, parce que l'idée c'est de tous se mettre d'accord en fait. Alors, c'est d'où l'intérêt en fait d'avoir mené ce type d'études et de concevoir des actions dans le cadre du dialogue social avec l'ensemble des partenaires sociaux. Parce que enfin, voilà, si un employé ne va pas bien, l'employeur ne va pas bien non plus et l'entreprise ne va pas bien. Donc cette question, elle était déjà préalable et cette prise en compte était déjà préalable à l'étude autour de comment on améliore la qualité de vie au travail pour que tout le monde aille mieux, y compris économiquement pour l'entreprise. Du coup, effectivement, on s'est réunis avec les partenaires sociaux et on a regardé en fonction des résultats. Donc on a regardé notamment les pathologies qui étaient les plus fréquentes et les plus impactantes. Et on a essayé de voir soit si on avait déjà des actions qu'on avait commencé à mettre en place ou qui avaient été mises en place mais qu'il fallait remettre sur le dessus de la pile, soit avoir de nouvelles actions à mettre en place. Alors, je vais commencer par c'est pas la santé des femmes. Mais non, mais justement, c'est intéressant parce que. Mais c'est les TMS. Donc, voilà, effectivement, on a vu que les TMS, comme dans la population générale, étaient ce qui était le plus fréquent et le plus impactant. Et on a relancé en fait des actions. Alors là, c'est plutôt côté employeur, donc au titre du SNVL. On a depuis un certain nombre d'années travaillé notamment avec la CRAMIF et on a essayé de remettre en œuvre un dispositif de financement pour aider au financement notamment de tables de consultation électrique. Donc essayer de limiter tout ce qui peut avoir un impact très négatif sur les affections TMS. Je pense qu'il y a encore d'autres choses à faire. On en parlait avec Annick tout à l'heure. Essayer de trouver d'autres actions de prévention autour de mal de dos, comment ça s'appelle ? Tendinite. Tendinite, voilà. Le poignet, le cou de l'épaule. Voilà. J'en ai pas, alors du coup, j'ai arrêté le tennis, j'ai plus de tendinite. Voilà, il n'y a plus de tennis elbow. Voilà. Donc, on a tout ce système. Donc là, on l'a remis en œuvre en début d'année pour inciter les cliniques vétérinaires, enfin les employeurs, à investir, s'ils ne l'avaient pas déjà fait, parce que certains avaient déjà franchi le pas, à pouvoir financer des tables d'opération ou des tables de consultation qui soient électriques et donc qui limitent la porte de charge très lourde, qui sont un des premiers facteurs de TMS en clinique vétérinaire. La deuxième chose, du coup, on est allé regarder sur les affections gynécologiques. Et là, on a choisi de faire des webinaires. Donc, le premier, c'était,
on voit bien que notre problématique, c'est libérer la parole, c'est aussi mieux informer employeurs, salariés, collègues, parce qu'effectivement, on l'a vu, ça a un impact fort sur la relation dans l'équipe, et c'est souvent voilà, sa relation à sa collègue ou son collègue. Bon, alors, en clinique veto, c'est souvent une femme, mais voilà, pouvoir informer tout le monde et pouvoir les informer et voir comment chacun peut comprendre l'autre. Et en gros, le corollaire de ce qu'on évoquait ce matin, c'est-à-dire voilà. mettre déjà la parole, ouvrir la parole sur ce sujet-là, en fait, quoi. De ce qu'on évoquait en première table ronde, quoi. Ne serait-ce que faire l'enquête, c'était aussi pour nous le mettre sur le devant de la scène et libérer la parole et informer tout le monde, pas que les employeurs ou les employés qui en souffrent. Donc on a fait 2 webinaires. Le premier autour de tout ce qui est dysménorrhée, endométriose. On sait que voilà, 10% des femmes menstruées souffrent d'endométriose. 40% souffrent de dysménorrhée moyenne à sévère. Donc il y a les 10% plus les 40% sur la dysménorrhée. On sait que 65%, ça a un impact fort. Donc, exactement. Voilà, c'était notre premier webinaire. Notre objectif, c'était communiquer, faire le point sur les avancées en matière de recherche, de prise en charge, de traitement. Et du coup, de pouvoir commencer à communiquer là-dessus. Le deuxième webinaire que l'on a fait, Juliette, c'était sur les parcours de soins tout à fait, avec MyYesLife. Avec MyYesLife. L'idée, c'était de comprendre et de mieux accompagner en interne les personnes qui en souffrent et les équipes qui ont à gérer avec aussi une partie échange avec les employeurs. Voilà, on est toujours dans ce rapport, encadré. Notamment permettre d'identifier l'impact que ça a alors, sur la sphère personnelle, bien évidemment, mais sur la sphère professionnelle, ce qui nous importait en termes dans la branche vétérinaire. Et alors, du coup, ça a été l'occasion, alors je ne sais pas si c'est trop tôt pour le dire, d'amener à une action complémentaire et de mettre en place dans la branche vétérinaire pour les salariés, alors, qui sont assurés chez l'assureur qui est recommandé par la branche. Bon, je pense qu'on peut citer ici. Donc c'est AG2R La Mondiale qui est l'assureur qui est recommandé par la branche en termes de prévoyance et de mutuelle, et donc a choisi de donner un abonnement à MyYesLife pour une année pour l'instant, voilà, pour ceux qui en auraient besoin, pour celles en l'occurrence qui en auraient besoin. Salariés. Tout à fait. Salariés. Très clair. Ça, pour le coup. Donc, à la fois un accompagnement à travers de la communication et un truc plus personnel pour la personne qui. Voilà, plus individuel, pour un accompagnement individuel. Déjà, merci à toutes les deux. Peut-être avant que je passe la parole à Ludivine, et justement, c'est ce lien-là. Tu l'as évoqué rapidement, mais donc vous avez été accompagné par l'assureur recommandé, donc AG2R. Dans le cadre d'un financement voilà, collectif. Et alors c'est ce que je voudrais que tu nous donnes juste peut-être comme explication. Dans le cadre de l'assureur qui est recommandé en termes de prévoyance et de mutuelle, se constitue en fait, il y a un pourcentage qui est affecté à ce qu'on appelle un fonds, qui est le haut degré de solidarité, et que l'on peut mobiliser pour engager des actions de prévention. L'objectif, il est aussi assez économique, c'est-à-dire limiter l'absentéisme et les dépenses, voilà, et concourir à l'équilibre du système, parce qu'effectivement, on peut constater à certains moments que le système se déséquilibre assez facilement. Donc, dans le cadre de ce fonds, on a financé l'enquête, on finance toutes les actions de communication qui vont autour, c'est-à-dire pouvoir faire des webinaires et tout ça, et surtout financer l'application. Pour les TMS, c'est autre chose, c'est un autre dispositif. D'abord parce que c'est pas pour les salariés, mais c'est pour les employeurs. Mais voilà, on essaye de mobiliser le plus de leviers économiques. Il y a des leviers économiques. Il y a des leviers économiques. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Et pour nous, de toute façon, le seul moyen dans ces petites structures, c'est de travailler au niveau collectif de la branche. Voilà, parce qu'on n'est pas sur une voilà, un énorme budget RSE. Une entreprise de 10 personnes, il n'y a que le collectif. Donc voilà, la mutualisation. Il n'y a pas de DRH. Voilà. Il y en a, mais dans des très très grosses structures. Tout à fait. Parfaite transition, et je vais revenir après avec d'autres questions, mais vers toi, Ludivine. Est-ce que tu as accompagné d'autres structures, alors peut-être dans des secteurs différents,
sur ces questions de santé mentale, parce que c'est un sujet qui émerge. Et puis, pour faire le lien avec le financement, c'est un sujet qu'on finance comment? Parce que c'est pas si simple que ça. C'est un grand sujet quand même. Je pense que c'est l'un des freins à lever justement au sein de l'entreprise. Je pense que l'entreprise a un vrai frein à se dire mais comment je vais payer, alors qu'il y a des solutions. Enfin, au moins, on peut essayer de les trouver ensemble. Sur les actions qu'on a pu mener, je pense que la clé, c'est d'être agile, et la clé, c'est vraiment de faire en sorte que l'entreprise, l'employeur, porte le message, fasse vivre son engagement et soit hyper bon en communication. C'est-à-dire, si on fait une intervention one-shot et qu'elle n'est pas préparée, qu'elle n'est pas suivie d'effet, il n'y aura pas vraiment d'impact sur le long terme. Donc nous, vraiment, la clé pour nous, c'est d'accompagner l'entreprise et de jouer sur la communication sur le long terme dans le cadre du dispositif. Sur les actions que nous avons pu mener, il y a trois grandes, pas des thématiques, mais trois grands axes, soit des conférences ateliers, comme vous avez pu les tenir, où on rassemble tout le monde, les collaborateurs, les managers. Donc ça fonctionne plutôt bien. En général, on est en présentiel, on est au sein de l'entreprise. Donc là, la clé, effectivement, c'est si l'entreprise ne porte pas elle-même l'intervention, c'est ce qui était évoqué un petit peu lors de la première table ronde, ça ne porte pas vraiment ses fruits. Et ça, on en est nous-mêmes témoins. Le deuxième axe, c'est la formation des managers. Managers, qu'ils soient justement hommes ou femmes, bien évidemment, puisque c'est pas parce qu'on est nous-mêmes femmes qu'on saura accueillir une collaboratrice qui est en souffrance, parce ou qui est en une expérience individuelle. Exactement. Et on n'est pas du tout la même personne quand on manage potentiellement que quand on est en position de collaboratrice. Donc la formation des managers est essentielle également. Et après, on tient vraiment à cette approche que j'indiquais agile, puisque le digital aussi a une dimension qui est non négligeable. Alors, vous évoquiez tout à l'heure toutes les trois l'application, donc je ne vais pas revenir dessus, vous maîtrisez bien plus que moi, mais les webinaires sont importants, les podcasts aussi, on a pu travailler ensemble avec toi sur des podcasts pour une entreprise, on a pu notamment organiser des conférences, ateliers, des podcasts pour Promode, qu'on accompagne chez Verspiren. Et donc voilà, je pense qu'en termes d'outils, il ne faut se priver d'aucun canal de communication, mais je pense que vraiment la clé, c'est de le faire vivre. On pourra déployer tous les services et tous les outils imaginables. Si ça n'est pas porté par l'entreprise, ça fera un flop. Et concernant le financement, que je pense vraiment être le frein aujourd'hui au sein de l'entreprise, il y a plusieurs axes. Et je vais revenir bien sûr sur le HDS, qui est l'une des clés. Et le premier, bien sûr, c'est que l'entreprise finance, parce qu'après tout, il n'y a pas de... Il y a peut-être des entreprises qui le souhaitent, et il ne faut absolument pas s'en cacher ou s'en priver. Donc, bien évidemment, l'entreprise peut financer à 100% et ça valorisera sa stratégie RSE et ses engagements QVCT. Alors, à court terme, sachant qu'à plus long terme, l'idée, c'est aussi d'avoir un suivi de KPI qui permette aussi de voir quel est l'impact à plus long terme. C'est exactement ça. C'est-à-dire que de toute façon, j'allais y venir après, c'est que si l'entreprise s'engage, il faut absolument qu'il y ait un ROI, entre guillemets, comme tu le dis, des indicateurs qui permettent de justifier de la pertinence de la démarche engagée et surtout de la pérenniser. Parce que si on ne sait pas où on va, bien évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc effectivement, on a cette partie, l'entreprise finance. On a l'axe aussi potentiel, nous on travaille beaucoup avec les partenaires sociaux, donc ça peut être aussi un axe de sollicitation de la dotation sociale des CSE, par exemple, qui peuvent tout à fait entrer dans la danse et aussi porter l'accompagnement auprès de leurs collègues. Et on a bien évidemment tout l'axe du haut degré de solidarité. Donc vous l'évoquiez, vous êtes au niveau de la branche, donc la branche peut porter complètement ce message au niveau du haut degré de solidarité. Donc c'est une fraction, c'est 2% des cotisations qui sont affectées à un fonds social. Donc pour les branches qui s'approprient le sujet, eh bien ça peut être porté par la branche, mais il y a des entreprises qui ne sont pas dans la recommandation de branche et qui sont elles tenues de cantonner de leur propre côté ces 2%. Et à partir du moment où cette cagnotte qui appartient à l'entreprise rentre dans le spectre du fonds social qui a été défini par son secteur d'activité, par ses partenaires de branche, elle peut tout à fait, cette entreprise, affecter sa propre cagnotte à des dispositifs d'accompagnement au bien-être ou à la santé des femmes. Donc on a toute cette partie au degré de solidarité qui est essentielle. Et le dernier prisme, bien évidemment, ça peut être aussi la négociation avec le porteur de risque, avec l'assureur des régimes prévoyance et frais de santé. Bien évidemment, ça va jouer. Pour celles et ceux qui sont peut-être moins familiers de comment ça se passe quand on négocie son contrat, peut-être vous donner un peu plus. Absolument. C'est-à-dire toi, tu interviens comme intermédiaire. Voilà. Moi, je défends les intérêts de l'entreprise et de leurs collaborateurs auprès des organismes assureurs. Donc, vous citiez AG2R tout à l'heure, si on veut être exhaustif, des Malakoff Humanis, des GAN, des AXA, voilà, pour ne citer que, ou des Harmonies Mutuelles. Comme ça, on a fait un petit tour assureur, institution de prévoyance et mutuelle. Quoi qu'il en soit, effectivement,
effectivement, lorsque vous souscrivez en tant qu'employeur à un dispositif de protection sociale complémentaire, frais de santé, prévoyance, eh bien vous souscrivez un contrat d'assurance auprès de l'un de ces organismes. Moi, le rôle qui est le mien en tant que courtier conseil, c'est de défendre les intérêts de l'entreprise, et partant du principe que le régime se porte bien évidemment, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cet équilibre technique que l'on recherche entre la cotisation versée et la prestation qui est servie aux assurés. Si le régime se porte bien, on peut tout à fait travailler avec le porteur de risque pour qu'il y ait un financement ou un cofinancement, on n'est pas obligé non plus d'avoir un financement total, et bien du porteur de risque dans une solution d'accompagnement de la santé des femmes. Donc c'est pour ça, alors, je ne rentre pas dans le détail, mais on peut aussi négocier parfois avec l'assureur tout simplement, et c'est l'assureur qui va contribuer au déploiement et au financement du dispositif. Donc je reste très macro, mais c'est tout à fait possible de solliciter le régime. Donc en fait, si vous voulez, il faut vraiment pas s'arrêter à la question du financement. Soit l'entreprise a les moyens, elle paie, soit l'entreprise dépend d'un secteur d'activité où elle doit cotiser au degré de solidarité, donc elle a un fonds qui est de branche ou un fonds qui lui est propre. Le CSE aussi est de plus en plus sensible à l'accompagnement de ses collègues, et on a après le pilotage technique avec un partenariat qui peut être mis en place avec l'assureur. Les solutions existent. Les solutions existent et elles peuvent. Il faut pouvoir se tourner vers typiquement son référent, un expert en protection sociale peut être totalement son conseil, absolument. La personne pour aider. Peut-être, alors le temps avance, mais c'est un échange très riche. Je suis très 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 contente de vous avoir avec moi. Une dernière question. Peut-être en termes de conseils, alors vous qui êtes passé par là, selon vous, quelles sont les conditions pour que les actions telles que vous les avez mises en place au sein de la branche vétérinaire, elles puissent passer à l'échelle dans d'autres secteurs? Quels conseils vous donneriez? Et puis peut-être qu'est-ce qui selon vous, ou quel frein vous avez pu rencontrer dans ce parcours? Alors vraisemblablement pas un frein de consensus, hein, vous êtes arrivé rapidement, mais peut-être qu'il y a eu des freins techniques ou financement, j'en sais rien, en tout cas, ou que vous imaginez. Quel conseil vous pourriez donner à des employeurs, soit en entreprise, soit en branche, pour aller sur ce type d'échange? Alors, dans les conditions, on va dire, nécessaires, alors déjà, merci de nous avoir invités là pour pouvoir témoigner, parce que je pense que le fait de pouvoir dire que des choses peuvent se faire, oui, tout à fait. que c'est possible, tout à fait. Ça peut donner envie à d'autres secteurs de le faire, même des secteurs, c'est des toutes petites entreprises. Voilà, c'est faisable, je tenais à le dire. Et donc la clé, c'est un peu la communication. Après, nous, ce qui a été très favorable, c'est le fait d'avoir un dialogue social très fort. Enfin voilà, on travaille forcément au sein de la branche sur des questions plus la valeur du point, négo, voilà. Mais on a toujours une part très importante de nos discussions autour de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Donc voilà, j'invite à essayer d'intégrer ce type de discussion dans le dialogue social entre syndicats de salariés et d'employeurs. Les freins, c'est vrai, comme tu le disais Juliette, on n'a pas eu de frein majeur parce qu'il y avait vraiment eu un consensus. Et avoir un consensus de l'ensemble des organisations syndicales, c'est pas toujours. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Après, je peux témoigner. Voilà. Après, c'est long, il faut pas se le cacher. Il faut arriver à construire le questionnaire, trouver l'entreprise qui va nous accompagner pour réaliser le questionnaire. Et puis après, il faut du temps et de l'énergie et avoir la oui, parce que là l'idée, c'était de le porter pour... On parle de combien de salariés au total? Alors, dans la branche vétérinaire, il y a plus de 30 000 salariés. Voilà, d'accord. Oui, donc on est sur un espace grand et avec plein de petites structures derrière. Oui, effectivement, le plus compliqué pour nous, c'était de porter ce questionnaire auprès des gens impliqués. Tout à fait. Donc là, effectivement, on a travaillé sur tous les... On parlait des différents canaux, on a fait du courrier, de la pub dans les journaux, enfin, professionnels, on va dire, et puis mailing, tout à fait. pour inciter tout le monde à répondre. C'est pas toujours facile, parce qu'effectivement, répondre à un questionnaire sur la santé, qui est quand même un peu long, mais du coup, on était très contents du résultat, puisqu'on a eu des résultats significatifs. C'était totalement anonyme. Voilà.
Totalement anonyme, oui, Ah bien sûr. Après, il faut. Alors justement, cette question de l'anonymat, c'est quelque chose qui avait été, qui était un choix dès le départ, ou vous sentiez qu'il y avait une vraie demande pour rassurer tout le monde? Je crois qu'il fallait rassurer tout le monde, en fait. C'est clair, on parle de ces petites structures et quand on l'a vécu, en fait, quand on est salarié, jeune femme, on a souvent comme patron un homme beaucoup plus âgé qui est à la fois le boss, le patron, le mentor, le DRH, et là, Et le collègue aussi, j'imagine. et il fait le même job. Le même job. Donc, c'est pas toujours très simple. Libérer la parole, c'est pas toujours très facile d'une façon générale. La santé, ça reste un sujet assez tabou d'une façon générale en France, dans ces structures. Et alors, la santé des femmes, ça l'est encore plus. Oui, d'où la Ça- question de l'anonymat, de faire Ça l'est, appel à une société exactement. externe, etc. Ça l'est quoi. encore plus. C'est assez stigmatisant. Aujourd'hui, les femmes rentrent dans ce monde-là et on entend très régulièrement, oui, mais vous travaillez moins, vous demandez à ne pas travailler le mercredi, nous, on travaillait 70, 80, 100 heures par semaine, vous demandez à travailler 40 heures par semaine, etc., etc., etc. La santé de vos enfants passe avant. Enfin bon, on entend plein de choses. Donc, c'est pas toujours très simple. Mettre ce sujet-là sur la table, ça a permis à un certain nombre de femmes d'aborder le sujet, d'en parler et de dire, bah oui, on a une santé, mais vous êtes mon patron, vous, etc. Mais vous avez aussi Ouais. une conjointe, une fille, une femme. Et peut-être justement, alors parce que je vois que c'est une des questions d'ailleurs qu'on a, justement, et ensuite je te donne la parole, Ludivine, mais comment on réagit, justement, ces fameux patrons de cliniques vétérinaires à la lecture des résultats? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de découvertes? Est-ce que c'était des sujets, justement, on n'ose pas dire à son patron, parce que c'est un homme, parce qu'il est plus âgé, pour toutes les raisons que tu as données, pas évoquer ses propres thématiques, mais comment eux ont réagi? Est-ce que vous avez eu un peu des retours sur ces sujets-là? Alors, on n'a pas du tout eu de retour négatif. D'accord. Donc, je pense que C'est déjà pas effectivement, oui, c'est déjà oui. Voilà, non, mais même plutôt porteur pour aller plus loin sur ces thématiques-là. voilà, pour que le D'accord. sujet soit porté. Après, Enfin, de la santé. Non, mais justement, oui, c'est en intéressant. général, ça les devrait nous cordonniers sont les préoccuper. plus mal chaussés. Oui, mais mais c'est ce qu'on dit, oui, exactement. voilà. Et je pense qu'on pourrait parler des soignants d'humains. Ce que j'allais dire, en c'est à peu près santé humaine, je pense que c'est un bon exemple. Non, le fait que le sujet de la santé, alors la santé des femmes, mais la santé en général, je pense qu'ils comprennent que ça a vraiment un impact sur la santé de l'entreprise. Et voilà. très, très Et clair. pour aller un tout petit peu plus loin, je pense qu'ils sont aussi mal à l'aise que nous pour en parler. D'accord. Donc, du coup, finalement, l'enquête, elle Donc, on objective. libère, voilà. C'est On intéressant parce que détabouise et on libère la parole. l'enquête, Et ça aide tout le elle monde. objective les choses. hein. Exactement. De ton côté à toi, un conseil par rapport justement à la manière à laquelle... est-ce que c'est un sujet que tes clients abordent directement avec toi, ou est-ce que c'est toi qui dois amener le sujet? Comment ça marche? Alors, les entreprises sont de plus en plus curieuses. Nos interlocuteurs sont de plus en plus curieux. Alors, quand tu dis curieux, c'est dans quel sens? C'est-à-dire moins fermés aux propos et plus sensibles à ce que peut proposer un employeur à ses collaboratrices, au-delà de la rémunération, de la mutuelle, de la prévoyance et des tickets resto. Voilà, donc là, on a vraiment une ouverture d'esprit des employeurs sur laquelle nous, on essaie vraiment de miser. Donc aujourd'hui, s'il faut être complètement honnête, c'est plutôt nous, conseils, qui abordons ces thématiques-là, de la santé des femmes ou autres, ou de la parentalité ou autres sujets qui sont importants et impactants dans l'entreprise. C'est pas encore l'entreprise qui est forcément en demande, ou alors les entreprises qui sont en demande sont les entreprises qui sont les plus grosses, qui sont structurées, qui ont vraiment des collaborateurs dédiés à la RSE, à la QVCT. Voilà. Ça dépend aussi, comme nous, on accompagne toute taille d'entreprise. Bien évidemment, la démarche d'une entreprise de 300 collaborateurs n'est pas la même qu'une entreprise qui a 15 000 collaborateurs, puisque la structure interne n'est pas la même. Donc, on est bien sûr à l'écoute des sollicitations des entreprises, qu'elles nous fassent déjà confiance ou pas, mais bien évidemment, c'est notre rôle de conseil que d'aller au-devant et d'aller à chaque rencontre avec une entreprise parler de ces sujets et proposer un accompagnement. Pour moi, il y a 3 clés vraiment pour la réussite d'un tel projet. C'est lever le frein du financement, comme je l'évoquais tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment encore un tabou en disant, mais de toute façon, j'ai pas d'argent. Donc, on en reparlera le jour où j'ai de l'argent. Dans le Voilà. contexte actuel, un peu compliqué. Donc ouais. après, on n'est pas magicien non plus, mais je pense que ça permet au moins de poser la question. Il y a des leviers, il y a des solutions. Donc déjà,
coupons cette espèce de fossé entre l'entreprise et la solution pour des questions purement financières. Donc, lever le frein du financement. Et après, il faut vraiment axer sur, l'accompagnement et la communication. L'accompagnement, pourquoi ? Parce que l'entreprise, même si elle est sensible à la démarche, passez-moi l'expression, mais a peur de lancer une usine à gaz. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit compliqué. Il ne faut pas que ça rajoute de la charge de travail à ces équipes RH, à ces équipes paye qui sont déjà suffisamment sollicitées dans leur quotidien. Donc la clé aussi, c'est que le conseil qui accompagne l'entreprise soit garant plutôt, du package qui ira autour du déploiement de la solution, c'est-à-dire en amont, en préparation, en aval sur comment je fais vivre les kits de com, les campagnes marketing, les campagnes emailing. Donc ça, vraiment, c'est la clé aussi, c'est de dire à l'entreprise, appuyez-vous sur le bon conseil, choisissez le bon partenaire et on vous assure qu'on sera là à vos côtés de bout en bout pour faire vivre le dispositif. Donc ça en tient aussi à la communication. Et la communication, je vais faire le lien avec cette partie accompagnement, mais aussi communication entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si l'entreprise ne porte pas le message en interne, c'est mort. Oui. Donc voilà, c'est vraiment, on lève le frein de la finance, on accompagne l'entreprise pour que ce ne soit pas à ses yeux une usine à gaz, et on fait en sorte que l'entreprise soit le premier promoteur de la solution qui est déployée au sein de... soit complètement intégré, y compris dans les pratiques RH internes, etc. Exactement. Donc complètement. Merci beaucoup à toutes les trois. Ouais. On va alors du coup moi je retiens quand même beaucoup de choses de nos échanges et avant que je passe au dernier point. J'entends se connaître, c'est connais-toi toi-même, c'était philo hier au bac, donc voilà, donc connaître, donc avoir une meilleure connaissance de sa population, ses données démographiques, mettre en place des choses qui sont concrètes mais financées et avec les bons partenaires, ça vraiment on l'a entendu. Et alors on l'a entendu avec les partenaires côté protection sociale, mais aussi les partenaires sociaux, quel que soit le niveau regardé. Et puis évidemment avoir, alors vous l'avez peut-être pas dit, mais avoir enfin vous l'avez répété à plusieurs reprises, mais on n'a pas parlé du mot évaluation. Mais en tout cas, avoir quelque chose qui s'inscrit dans la durée avec, j'imagine, la possibilité à un moment T de se dire, bah, tiens, je réinterroge. Enfin, vous n'en avez pas parlé, mais j'imagine que l'objectif, c'est d'ici 2 ans, 2-3 ans, de se dire, bah, allez, on relance une enquête éventuellement pour voir où on en est, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi et comment on avance en fait. Quoi. Donc avoir quelque chose vraiment dans la durée et contrairement à ce qu'on disait ce matin, éviter les communications one-shot, waouh, qui in fine, ne donnent rien derrière. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Pour l'invitation. Vous restez avec nous pour le dernier temps qui sera consacré à la révélation de notre outil d'évaluation. Merci beaucoup. T'en prie. Merci.
Donc voilà, dernier temps de cette matinée extrêmement riche. On a voulu justement profiter de l'ensemble de ces échanges-là et ne pas vous laisser partir sans vous donner peut-être un premier outil, une clé pour évaluer justement le degré de maturité. Alors il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués ce matin et qui font écho au type d'interrogation auquel on peut être confronté, nous, quand on est en entreprise ou face à différents acteurs de la protection sociale ou même direction RH, et qui est du coup où je commence. Et on le voit, on a parlé de beaucoup de pathologies, on a parlé aussi de choses très concrètes, comme par exemple où sont situées les toilettes. Et du coup, par rapport à ces questions-là, on a voulu construire un outil très court. C'est un petit questionnaire qui, du coup, depuis ce matin, est disponible sur notre site internet, myeslife.co. Et sur ce questionnaire, l'objectif, c'est que vous puissiez vous situer avec des questions qui vont être réunies en trois étapes, en trois thématiques. La première, et on l'a beaucoup répété sur la table ronde précédente, mieux comprendre la population, donc essayer de voir comment vous connaissez déjà quel type de données vous avez sur vos collaborateurs et collaboratrices. Donc en gros, comment vous intégrez la question du genre dans les données de vos indicateurs de suivi de vos salariés? Est-ce que vous avez aussi des indications en fonction de leur âge, de leur parcours professionnel? Est-ce que par ailleurs, vous avez déjà identifié des impacts concrets? On l'a vu à travers le témoignage de Yasmine ce matin, mais des fois, la question peut venir d'une collaboratrice qui vient ou d'un manager ou d'une manager qui est confrontée à une maladie d'une collaboratrice autour de l'endométriose, les dysménorrhées ou encore un parcours AMP. Donc ça, c'est toute la première partie qui va vous permettre de répondre rapidement à des questions sur ce sujet-là. La deuxième, elle est de voir un petit peu si vous avez déjà des dispositifs en place. Alors là, c'est comme un peu Monsieur Jourdain. Parfois, on est amené à faire de la prose sans le savoir. On peut déjà avoir en place des actions autour de la santé des femmes qui peuvent avoir été mises en place soit par la santé au travail, soit qui sont déjà inclus potentiellement. On l'a vu avec Ludivine dans un contrat de complémentaire ou de prévoyance, ou qui a déjà été lancé par les partenaires sociaux ou dans le cadre du dialogue autour du CSE. Donc une deuxième partie autour de la mesure de votre action, soit de manière connue, soit de manière un petit peu détournée. Et puis une dernière phrase, et on l'a vu, c'était vraiment très, très clair dans les propos de Ludivine, et puis on l'a vu dans le témoignage d'Annick et Anne, l'importance en fait que la culture d'entreprise porte le sujet, parce qu'un sujet qui n'est porté que entre guillemets pour faire de la com ou ce qu'on peut appeler du pinkwashing, du woman washing, ça n'a pas de portée. Donc la dernière partie du questionnaire, elle va vous permettre d'évaluer votre culture en entreprise sur ces sujets-là. Est-ce qu'on est dans un climat de confiance pour échanger sur des thématiques de santé des femmes? C'est un sujet qui est beaucoup revenu sur la première table ronde. Est-ce qu'il y a un engagement de la direction sur ces thématiques-là? Est-ce que vous y faites une place en termes de stratégie QVTC ou en termes de stratégie diversité-inclusion? À l'issue de l'ensemble des questions, l'objectif, c'est de vous donner, alors c'est pas de vous donner une bonne ou une mauvaise note, mais bien de vous donner un profil de maturité qui vous permet, alors soit d'être, il y a 3 niveaux, soit vous êtes sensibilisé, mais il y a des choses à construire, soit vous êtes en train de vous structurer, soit vous êtes sur une maturité avancée. Et nous, on a vraiment pensé cet outil-là comme un outil d'impulsion, un outil qui n'est ni un audit ni un jugement, mais un outil qui peut peut-être vous permettre justement de commencer à échanger en interne sur ces sujets-là, d'identifier vos forces, vos angles morts, et puis surtout de commencer à ancrer cette thématique dans la stratégie sociale de l'entreprise. Le questionnaire est disponible sur notre site et puis moi peut-être et vous l'aurez excusez-moi à la fin de la conférence vous aurez un petit QR code qui vous permettra de le télécharger si vous le souhaitez. Voilà, moi je terminerai en disant que
je pense que vraiment les intervenantes ce matin, et on a volontairement donné la parole à un maximum de personnes, donnent à voir que la question de la santé intime des femmes au travail, c'est une thématique qui peut être prise par plein de partenaires différents, mais qui, et on le voit, à chaque fois, il y a un angle important dans les politiques RH à prendre en compte. La santé intime des femmes, ça va toucher à la qualité de vie, à la performance, à l'égalité réelle, mais ça va toucher aussi, et je dirais presque surtout quand on parle du travail, à l'économique, que ce soit l'économique de la collaboratrice ou que ce soit l'économique de l'entreprise. Regarder cette thématique-là, c'est pas fragiliser la position de la femme dans le monde du travail, mais c'est bien plutôt la renforcer, en lui donnant la pleine visibilité et la pleine visibilité de ce que ça représente pour une femme de devoir aller travailler avec certaines pathologies ou difficultés liées à son statut biologique, tout simplement. L'accompagner sur ces dispositions et ces thématiques-là, c'est aussi rendre service au reste des collaborateurs. On l'a vu, ça a un impact aussi sur la qualité de vie ensemble au travail. C'est aussi donner une place de plus en plus égale et égalitaire au sein de la société et du monde du travail, en particulier aux femmes. Merci à vous qui nous avez écoutés et un grand merci, un grand bravo à nos différentes intervenantes.